On va voir. Au pire, on coupera peut-être l'émission en deux si ça dure trop longtemps. Peut-être, ouais, après... À voir. À voir. Mais là, maintenant, on aimerait bien passer au rap américain. Le vrai rap, de toute manière, il n'y a que ça comme rap. Je rigole. Voilà, bon, on arrête avec les bêtises, là. C'est bon. C'était marrant 2 secondes. C'était marrant. Non, mais... on rigole, bien sûr, mais... l'année en rap américain était quand même importante. Il y a quand même des gros disques très riches. Ouais, très riches. Enfin, on va brasser sur beaucoup de choses. Hein. On va parler comme du rap de... On va parler du rap de Atlanta, du rap de Détroit, peu importe. On va Nord, brasser... Sud, Est, Ouest. Nord, Sud, Est, Ouest, où que tu sois. Non, je finis pas le punchline. Mais... le premier disque dont on voulait parler, c'est un OG. C'est un rappeur qu'on aime beaucoup. On en parle souvent avec Logan en plus parce que tous les deux, c'est un rappeur qui nous a beaucoup marqué. Et qui a sorti donc un album cette année qui est Common. L'album, c'est Beautiful Revolution. Part 1. Part 1, ouais, voilà. Encore un qui tease un projet qui va venir. On espère. Je t'en prie, vas-y, commence. Common, voilà, on en a... Comme tu l'as dit, c'est un rappeur qu'on apprécie beaucoup tous les deux. C'est une légende du rap américain. Ouais. Qui, en réalité, je trouve qu'il a plus rien à prouver aujourd'hui. Tu vois, il a déjà sorti multitude de classiques. De toute manière, est-ce qu'on attend vraiment encore un vrai gros album? Ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est que même si on en attend forcément plus grand-chose, tu vois, il continue à sortir des très bons disques, tu vois. Ouais. Je suis d'accord. Il continue, pour moi, à être dans les meilleurs disques de l'année, tu vois. Et ça, c'est quand même fou, tu vois. Ah ouais, ok. Et je trouve qu'en vrai, en France, il n'est pas assez cité, quand même, tu vois. J'ai l'impression que quand on parle des top 5, top 10, j'entends jamais quelqu'un qui sort Common. Non, mais c'est vrai. Après, pour le coup, aussi, c'est quand même une période Common, tu vois. Mais tu dis c'est une période, mais aujourd'hui, 2020, il a sorti, tu vois, un disque que moi, je trouve vraiment solide. Oui, mais parce qu'en vrai, de vrai, à part... Et je pense sincèrement, à part les fans de Common comme nous, est-ce qu'il y a énormément de... Mais non, après, mais c'est ce que je te dis, tu vois, il n'est pas écouté voilà. donf, ouais. Mais, tu vois, mais après, même aux États-Unis, j'ai pas l'impression non plus que ce soit le plus, tu vois. Mais parce qu'il a plus, après, il a plus rien à prouver. Après, il y a tellement de légendes aux États-Unis que bon, c'est... Oui, non, mais c'est clair. Voilà, quoi. C'est clair. Et voilà, après, pour parler du disque en lui-même, c'est du Common dans ce que ça a de super, quoi. C'est-à-dire que c'est un album politique, tu vois, parce qu'il est sorti juste avant les élections, tu vois. Bienveillant, tu vois, en réalité. Comme tout le rap de Common, tu vois, il y a quelque chose qui vise le bien, t'as l'impression, tu vois. Ouais, non, mais clair. Mais sans être naïf, tu vois, c'est ça qui est fou, tu vois. Parce que ça pourrait très vite être saoulant, tu vois, un mec qui dit, ouais, l'amour, tout ça, etc., c'est bien, et blablabla. Non, mais lui, il le fait, mais sans tomber non plus, je trouve, dans des poncifs, tu vois. Il ramène toujours un truc de description réaliste, tu vois. Je suis d'accord, ouais. Qui fait que ça t'ancre ce truc-là dans la réalité, dans ce que ça dure, tu vois. Et pourtant, tu vois, il va quand même viser, tu vois, un truc positif, tu vois. Et c'est, je trouve, ce qui est trop fort avec sa musique, en fait, tu vois. Après, voilà, en termes de production, moi, j'ai vraiment passé un très bon moment, tu vois. C'est des musiques très instrumentales, donc avec des percussions, notamment, je pense au morceau avec Blacked Out, tu vois. Side Piece, tu vois, qui est un bon morceau. Qui a été le single, je crois, qu'il a envoyé, tu vois. Qui est un morceau de découpage, clairement, tu vois. Qui cache, tu vois. Et les deux, là... Les deux sont super chauds. Les deux anciens, ils y vont à fond, tu vois. Ouais, de ouf. Il y a Stevie Wonder qui fait de l'harmonica, tu vois, sur Courageous, tu vois. Il y a Lenny Kravitz qui fait de la guitare, tu vois. Donc personnellement, c'est le morceau que j'aime le moins sur le disque. J'ai jamais été fan en plus de Lenny Kravitz perso. Non plus. Mais... Et puis d'un côté, je trouve, l'album est très court, hein, il fait que 9 titres, dont une intro et une outro. Ouais. Mais pourtant, je trouve qu'il arrive quand même à avoir une sacrée variété, tu vois. Et ça se tient bien, tu vois. Comme on a dit, un morceau rap pur, tu vois, avec Blacked Out et tout, tu vois. En même temps, tu vas avoir un morceau plus groovy, tu vois, comme What Do You Say, tu vois. Tu vas avoir un morceau engagé ou de motivation, tu vois, comme le dernier, tu vois. Don't Forget Who You Are. Ouais. Et voilà. C'est quoi ton morceau préféré, toi, de l'album? Don't Forget Who You Are, je pense. Ouais, non, il est trop fort. Moi, c'est Courageous, je pense. Courageous aussi. Il est vraiment bien. Mais après, pour le coup, je pense que tu pointes le doigt sur quelque chose d'important. C'est que, voilà, quand tu dis que c'est un album de Common, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de renouvellement dans la musique de Common, très clairement. Ça reste un album de Common pour les fans de Common, je le pense sincèrement. Même si, pas que, mais je pense que
ça reste tout de même... en réalité, c'est un disque que... Tu vois, tu parles... Pas beaucoup de gens l'ont écouté, ou en tout cas l'ont pas placé dans les tops de leur année, etc. Mais parce qu'en vrai, je pense que c'est un disque qui a surtout été écouté par les aficionados de Common. Ou de ce style de rap. Et encore, mais parce que... Ouais, je sais pas, tu vois. Parce que tu vois, par exemple, je pense que tu parlais de Black Thought. Je pense son album, parce qu'il a sorti aussi un album cette année, je pense qu'il a été plus écouté que celui de Common, tu vois. Ouais, c'est possible. Mais je pense, globalement, je pense que si t'as écouté le Black Thought, t'as écouté le Common. Oui, c'est mon avis, tu vois. Oui, non, mais je pense aussi. C'est mon avis, parce que c'est deux styles de rap un peu, tu vois, de la même période. Tu vois. Ouais, même qui se rejoignent complètement. Ouais, au niveau des choix de prod, c'est quand même très proche. Ouais. Mais ça reste un album où il n'y a pas de grande surprise, mais ça reste un album vraiment bien. Très solide. Ça reste solide. Franchement, moi, j'ai vraiment trouvé ça très solide. Tu vois, le défaut, je trouvais que c'était un peu trop court, tu vois, du coup. Ok. Ouais. Et que vu que c'est sur un album court comme ça, t'as pas vraiment le droit de te louper sur un morceau. C'est vrai. Et là, vu quel morceau avec Lenny Kravitz, bon, tu vois. Ouais, ça c'est. Pour moi, ça c'est vraiment le point noir du disque, je trouve, parce que perso, moi, j'ai du mal à écouter ce morceau. Après, voilà, de toute façon, Common sur de la guitare électrique, ça a jamais été fabuleux. Hein. Je me souviens d'un disque. Non, pas Electric Circus. Universal Mind Control. Oh là là. Merci les Neptunes. Et là, après, voilà, il y a aussi. Une chose importante de ce disque, c'est la collaboration de la chanteuse PJ, tu vois, qui est présente sur quasiment tous les morceaux, tu vois. Et je trouve que sa voix, elle se mêle hyper bien en fait avec celle de Common, qui a une voix un peu grave, tu vois, rassurante comme ça. Tu vois, lui, il a un truc un peu plus aigu, elle a un truc un peu plus aigu, tu vois. Complètement, ouais. Enfin, je trouve que le mélange, il passait super bien. Franchement, c'est une douceur l'album. Ouais, mais je te jure, c'est ça. Grave, mais c'est un dessert. Je te jure. Mais par contre, on est complètement aux antipodes de ce qu'on parlait tout à l'heure avec LMF. Ah ouais, là par contre, c'est vraiment le grand écart. Ouais. LMF Common. C'est clair. Mais pour le coup, franchement, je vous conseille quand même de l'écouter parce que ça a été un album de OG, vraiment album de OG qui... Il a respecté, tu vois, sa musique, il a respecté ses fans. Exactement. Il a fait un très bon disque. C'est ça. Et après Common, on va aller... après Chicago, on va aller à Miami. C'est à Miami, non Non, il vient pas de Miami. Il vient de Floride. Mais comment elle s'appelle cette ville? Orlando? Non. C'est quelque chose, je crois. Pardonnez-moi, on se trompe. Oh là là, on est bête, c'est pas grave. Je sais plus. Mais en tout cas, on va parler de Denzel Curry. Denzel Curry, pardon, avec Kenny Beats, l'album Unlocked. Album qui a surpris du monde, parce que moi, j'avoue que... Carol City, voilà. Carol City, voilà, t'as raison. Je m'y attendais pas beaucoup à cet album-là. Et c'est toi, d'ailleurs, qui m'a conseillé de l'écouter, parce que tu m'as dit que c'était vraiment bien. Et est-ce que tu peux m'en parler, du coup, parce que... Ouais, donc on est aussi sur un format court, 17 minutes. Ouais. Album explosif. Ouais. Production agressive et évolutive de Kenny Beats, tu vois. Kenny Beats, grosse année aussi. Franchement, il a balancé des sacrés prods quand même, ce projet. Et je trouve que ça se mêle hyper bien au style de rap de Denzel. On parlait de punk là aussi, c'est complètement... Ouais, clairement, tu vois, il y a des sons métalliques, tu vois, avec des changements de voix de Denzel, il parle de trucs hyper graves, hyper aigus, tu vois. Ouais. C'est un peu la folie, tu vois, c'est un peu, clairement. Sur le disque, avec Denzel Curry, en plus, il est très spectaculaire de sa façon de rapper, tu vois, tout d'un coup, il peut se mettre à crier comme DMX, tu vois. Ouais, le monde... il a une capacité à augmenter le volume de sa voix, à le baisser, qui est assez folle, je trouve. Voilà, franchement, après, voilà, c'est du rap de punchline, d'ego trip, tu vois, d'arrogance, tu vois, mais c'est énergie du début à la fin, en fait. Ouais. C'est un rail de coke, l'album, tu vois. Non, mais t'as raison. En gros, tu vois, c'est... Maintenant, moi, le regret que j'ai, encore une fois, c'est que c'est trop court. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couplets sur l'album, puis il y a pas mal de couplets où la voix est déformée, donc c'est pas exactement pareil, je trouve, tu vois. Par exemple, par rapport à Zoo, qui était aussi un album court, tu vois. Zoo, plus long. Ouais, Zoo, j'avais plus à manger en fait sur le disque, tu vois. Plus de couplets et tout, tu vois. Donc c'était. Après, je trouve mais là, la production est plus folle. Bah, ouais. Mais je trouve c'est pour ça que pour moi, la durée du disque, c'est pas un problème parce que, notamment grâce à Kenny Beats, je trouve que Kenny Beats lui donne des prods et en fait des prods qui changent dedans, qui évoluent. Ouais, clairement. Il y a vraiment beaucoup de choses sur le disque. Le morceau Take It Back V2. Il est incroyable, où il change de voix à un moment, la prod elle change. Franchement, c'est fou. Et tu parlais du morceau, enfin, tu disais à un moment, il prend la voix de DMX sur le morceau de Diète. Ouais, franchement, c'est une folie. D'ailleurs, regardez le Colors où il fait Diète. Ouais, oh là là. C'est ouf, hein. Tu vois, la veine sur le cou et tout. Ouais. Non, franchement, mais Denzel Curry, je trouve qu'il prouve encore, parce que moi, j'avoue, t'as écouté plus Denzel Curry que moi, j'avoue que j'ai beaucoup moins écouté.
Et franchement, moi, ça m'a donné grave envie de beaucoup plus écouter. Non, et puis il a une discographie qui est vraiment solide, et c'est pas aussi un rappeur... Enfin, Mana, il commence quand même à... Il est populaire, tu vois, mais je veux dire, c'est pas non plus un rappeur dont en France on parle énormément. Non, c'est vrai. Mais parce que, tu vois aussi, par exemple, le disque, il est sorti au début d'année, celui-là. Et je pense qu'il y a beaucoup... Pas qu'ils l'ont oublié, les gens, mais qu'ils l'ont un peu... Ouais, mais c'est vrai que je l'ai pas non plus beaucoup vu dans les listes. Et puis après, Denzel, il a plus été découvert à l'époque de Taboo, par exemple, tu vois. Oui. Ou quand il faisait Ultimate. Ou Ultimate, même. Ultimate, ça a été son premier hit, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu que pour le Unlocked, ils ont sorti un court-métrage. D'accord. D'animation, ouais, je l'ai vite fait regarder. Enfin, je l'ai pas regardé en entier, tu vois. Mais je crois que tous les clips, non, sont au clip. Enfin, mais en fait, les morceaux l'album est clippé, en fait, tu voilà, vois. Et en gros, ça raconte Denzel et Kanye Beats qui recherchent les morceaux leakés de l'album. Et ça explique pourquoi les titres sont bizarres. Il y a écrit des V2, des trucs comme ça. Mais vraiment cool. Album très... Franchement, pour le côté... plaisir. Abrasif. Voilà, c'est ça. Mais pour le coup, franchement, Denzel, il tabasse. Ouais, franchement... Voilà. Si vous voulez passer un moment fun, rap, prise de tête, tu vois. Franchement, vous mettez ça quand vous faites votre sport. Ah ouais, je l'ai expérimenté, les gars. Je vous jure que c'est n'importe quoi. Tu soulèves des poids que tu devrais pas soulever. Ah frère, je te jure. Tu regrettes après. Ah bah le matin tu te lèves, tu dis bon, je vais peut-être me mettre à Common. Common dans du sport, ça doit pas être ouf. Non, on le voit sur Instagram qui fait des séances de sport. Ah oui, c'est vrai. C'est incroyable ça. Oh là là, Common, mais bref, un monstre. Et pour le coup, là encore on change de ville. Là on va aller à Atlanta City, à Magic City, au Blue Flame. Non, plus sérieusement, on va s'intéresser au mec qui rappe comme ça. Non. Je fais des blagues, mais on va parler de Savage Mode 2, 21 Savage et Metro Boomin. Yes. Qui, après que 21 Savage, j'ai eu beaucoup d'histoires. Je sais plus, c'était quand? C'était il y a peut-être 2 ans maintenant qu'on avait découvert que c'était un Britannique. 2019, je crois, on a découvert qu'en fait, c'était pas un mec d'Atlanta. Voilà, Enfin, il était né à... Atlanta? Non, il était né en Grande-Bretagne. Voilà, c'est ça. Et après, il a déménagé à Atlanta. Voilà, des trucs comme ça. Et il a eu un gros problème de visa, je crois. De visa, exactement. C'est fou, le mec, il est riche, tu vois. Il a des problèmes de visa. C'est ouf. Et finalement, il sort ce projet depuis presque 1 an et demi, je crois, même plus. Et qui est en fait la suite du premier Savage Mode qu'il avait été aussi fait avec Metro Boomin, qui est un projet important à l'époque. Et là, ils remettent la sauce. Ils cuisinent la sauce ensemble encore une fois. Vous voyez pas, mais la sauce est préparée de notre côté. C'est ça. Et plus sérieusement... C'est très bizarre, ouais. Mais plus sérieusement, projet important de l'année, parce que beaucoup de gens attendaient 21 Savage et même Metro Boomin de se reformer pour faire un nouveau projet. Et qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Parce que je sais que toi, c'est quand même un projet que t'as encaissé. Ouais, c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup apprécié. Comme tu l'as dit, Metro 21, c'est des superstars maintenant, tu vois. Ouais. Donc l'album, en plus, c'est une suite, tu vois, donc c'est un blockbuster. Tout le monde, tu vois, quand ils ont sorti la cover, il y a eu un sacré buzz, tu vois, les gens ont vraiment attendu le disque. Puis qui fait un peu nos limites. Ouais, en hommage en hommage à Pen and Pixel, d'ailleurs. Ouais, clairement. C'est lui qui a fait la cover, Pixel, ouais. Et moi, c'est vraiment un truc qui, personnellement, me plaît beaucoup surtout dans les productions de Metro Boomin. Ouais. C'est qu'il y a un côté très tradition rap sudiste, en fait. Memphis. Clairement, influence 3-6 Mafia, DJ Paul, mais de fou, tu vois, avec des instrus très sombres. Et même là, sur ce disque, je trouvais qu'il y avait un truc, même années 90, tu vois, nos limites, tu vois, avec un morceau qui s'appelle Steppin' on Niggas, tu vois. Et ça ressemble vraiment à une instru, tu vois, de nos limites, tu vois. Après, 21 Savage, moi j'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait sur le disque, tu vois, parce qu'il varie les flows, tu vois, et il montre un dynamisme, je trouve qu'il avait pas, en fait, sur les... Auparavant, en fait, tu vois. Moi, Donc, personnellement, je trouve qu'il y avait une vraie amélioration, parce que personnellement, ça me touchait pas trop ce qu'il faisait 21 Savage avant, tu vois. Non, moi non plus, je suis pas fan, franchement, je mens pas. Mais... donc, ambiance très sombre sur la majorité du disque et tout. Il tue des gens à chaque morceau, quoi. Un peu. Mais après, je trouve qu'il y a des morceaux de concession un peu, tu vois, surtout sur la fin du disque, tu vois. Oui. Et aussi sur le morceau avec Drake, qui est personnellement un morceau que j'ai pas kiffé, tu vois. Et après, Metro, il y aurait tellement de choses à dire, quoi. C'est des productions d'une profondeur, tu vois, mais qui est énorme. Pour moi, franchement, Trap, c'est peut-être l'album de l'année, tu vois. Ah ouais? Je sais pas. En rap français? Non, Trap. J'ai pas dit rap, non. Oui, Trap, tu vois, non.
Ouais, putain, j'ai bugué, j'ai mal entendu. Non, pas l'album. Je me suis dit, ouf. J'y suis. Non, mais plus. Mais après, pour trap, ouais, peut-être. Après, j'avoue, je suis très sérieux avec vous, avec toi ou avec même les auditeurs. Moi, j'ai pas beaucoup écouté de trap cette année. Ou en tout cas, j'ai écouté beaucoup d'anciens de trap. Mais je t'avoue, cette année, les albums qui sont sortis en 2020 de trap, j'ai pas énormément écouté. Mais toi, je sais que tu t'es bouffé. Ouais, beaucoup de choses qui sont... Et franchement, c'était pas une très grande année pour la trap aux États-Unis. Enfin, en tout cas, à mon avis, personnellement. Ouais. En tout cas, peut-être dans le mainstream, dans le trap mainstream. Ouais, voilà. Et puis, ouais. En tout cas, je trouve que... Après, il y a un truc où la trap, elle est en train de se transformer un peu avec des sonorités un peu plus pop, en fait. Avec beaucoup de guitares acoustiques. Tu vois, ça fait un moment, quand on écoute... Je trouve que là, avec Lil Baby, Gunna, ça rentre vraiment dans ce créneau-là, tu vois, même Polo G en vrai, tu vois, mais après Polo G, ouais. C'est hyper mélodieux, tu vois, donc c'est pas exactement non plus de la trappe, mais enfin. Ouais. Et ouais, voilà, après, pour revenir sur le disque, tu vois, il y a quand même Ronin dessus. Ouais. Franchement, moi, je me souviens quand ce morceau-là, il est sorti, mais je l'écoutais tous les jours. Ouais. Avec le clip et tout, où il ramène le Grammy à Atlanta. Ouais, mais ce morceau, franchement, c'est peut-être mon préféré aussi du disque. Mais c'est tellement efficace, tu vois. C'est vraiment Métro, je sais pas, ça faisait un petit moment, tu vois, il avait pas sorti un hit comme ça, tu vois, vraiment puissant, tu vois. Ouais. Non, vraiment, moi, l'album, je l'ai très bien encaissé, tu vois. Je trouvais qu'il y avait aussi un aspect un peu grandiloquent sur certains morceaux, tu vois, comme Brand New Draco, par exemple, tu vois. Ouais, ça, c'est chaud aussi. Et sur les derniers morceaux, ça va arriver à un truc plus introspectif. Moi, je suis un peu moins fan de la fin du disque. Je suis un peu moins fan aussi, tu vois, mais je trouve que c'est pas non plus mauvais. Non. C'est juste un type de prod différent, tu vois. Et je trouve ça bien aussi que le disque varie, que ce soit pas tout le temps. Mais tu vois, le problème aussi, c'est peut-être 21 Savage aussi, parce que je trouve il est moins efficace quand il fait ce genre de prod. Ouais, je suis d'accord aussi. Je suis moins fan quand il fait des morceaux Lover, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Il y a aussi un morceau, moi j'ai aussi adoré, on en a pas parlé, mais c'est Snitches and Rats, pardon, j'ai eu du mal à le dire, avec Young Noddy. Young Noddy qui a sorti un ou deux projets, je sais plus, dans l'année, qui sont cool. En tout cas, un qui est vraiment bien. Et le morceau est vraiment fou. Et je trouve que, même d'ailleurs, c'est un peu drôle parce qu'ils mettent une intro au morceau en mode Citizen Red intro. Ouais, c'est ça. Ils savaient qu'ils avaient un gros morceau. C'est ça. Donc, le morceau est vraiment cool. Le morceau qui est ouf aussi, c'est Many Men. Avec le sample de 50 à la fin. Avec le morceau et là encore, il y a la tradition, tu vois, c'est ça qui... Moi, ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir, toi. T'es trop 50, toi. T'es trop 50, mais c'est la vie. Ben là, on va passer à ta vie, là. Là, ta vie de 2020, là, on va passer. Parce que là, 2020, ça a été aussi une année quand même importante pour un label dont Logan... Non, mais n'exagère pas non plus. Je ne vais pas passer pour non, mais je rigole. Mais un fan absolu non plus. Une année importante du coup pour Griselda, pour les rappeurs de Buffalo, pour label de Conway the Machine, de Westside Gun, de Benny the Butcher surtout, et surtout un autre qui est arrivé entre-temps, on en parlera. Ouais. Mais en tout cas, ouais, parce que toi, je sais que toi, t'es quand même un gros auditeur de leur musique. J'aime bien Griselda, c'est vrai. C'est vrai que t'aimes bien Griselda. Je te vanne beaucoup sur ça parce que moi, je spoil. Je suis pas un grand fan de Griselda, voilà. Notamment, des trois que j'ai cités, Conway, Westside et Benny, je suis pas un grand fan. Par contre, j'admets que c'est quand même que ça reste du bon rap. Ça reste du rap de qualité, on va dire, par rapport à ce qui sort, à ce qui a pu sortir dans cette année. Et le premier album dont on voulait parler, qu'on a quand même kiffé, franchement, c'est c'est quoi, c'est un album du coup? Ouais, c'est le premier album solo de Conway's Machine. Ok. C'est From King to a God de Conway, qui a sorti durant l'année deux autres projets, qui avaient sorti Lulu avec Alchemist et No One More's the Wicked avec Big Ghost, voilà. Et qui était sympathique sans plus, et qui a sorti No One Man, c'était bien quand même. On n'est pas là pour parler de ça, mais From King to a God, pardon. C'est un album qui est sorti quand d'ailleurs? Qui est sorti en septembre. Il est sorti le même jour que LMF. Ouais, voilà, exact. Et toi, je sais que c'est un projet que t'as quand même beaucoup kiffé, tu vois. Conway, c'est le premier rappeur que j'ai commencé à écouter de Griselda, tu vois. Ouais. Bon, je l'ai pas non plus découvert. Je suis pas non plus, tu vois. Je l'écoute pas depuis très longtemps non plus. Hein. T'écoutes depuis l'année dernière, en vrai. Ouais, depuis l'année dernière, en réalité, je vais pas mentir. Mais après, j'ai écouté ses anciennes. Après, faut pas non plus être le
Faut pas toujours chercher à être. C'est moi qui l'ai écouté en premier. Oui, tu vois, voilà, bon, on s'en fout. En fait, oui, on s'en fout, mais. Puis, moi, après, j'avais écouté ces mixtapes Everybody's Food. Ouais. À l'époque 2018-2019. J'avais trouvé ça très bon, tu vois. Ouais. Après, il y avait un côté vraiment très. Comment dire, caverneux presque, tu vois. Je sais pas, tu vois, mais très brut, tu vois. Ouais. Très simple, avec un flow très lent, tu vois, et avec une voix hyper particulière parce que, bon, il s'est fait tirer dans la bouche, donc il peut couvrir la moitié de la bouche, tu vois. Et ouais, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment une atmosphère originale, tu vois, en fait, tu vois, East Coast modernisé, tu vois, mais que j'avais pas retrouvé depuis un moment, tu vois, dans le rap américain, tu vois. Et donc là, avec ce projet, donc ça arrive quand même quelques années après, tu vois. Et bon, en termes de technique, je trouve qu'il s'est amélioré de fou, en fait. Pour moi, c'est peut-être le projet que j'ai le plus encaissé de Conway aussi. Ouais, franchement. Parce que niveau... parce que technique, il varie beaucoup plus les flows, tu vois. Je veux dire, avant, il était quand même beaucoup plus bloqué dans ce truc très stylistique, tu vois, de faire du flow lent et tout, d'être gras, tu vois, je veux dire. C'était très souvent la même chose. Ouais, voilà, c'était quand même le défaut aussi de sa musique, c'est que c'était très... Voilà, c'est un style, c'est une ambiance, mais tu vas pas écouter ça tout le temps, tu vois. Ouais, puis, tu vois, parle de Lulu, par exemple, tu vois. Si on prend Lulu qui est sorti cette année, je trouve Lulu... c'est presque le même flow sur presque tous les morceaux, tu vois, c'est tout le temps la même ambiance. Je chipote, non, mais j'exagère. Mais je trouve que sur cet album-là, je trouve qu'il a quand même réussi à aller un peu plus loin. Ouais, je trouve que là, franchement, il fait des fast flows, tu t'y attends pas, en fait. Ouais, parce que déjà, en fait, vu qu'il a une voix, comme on a dit, assez particulière, où il a la mâchoire bloquée, tu vois, d'un côté, tu t'attends pas que le type a des fulgurances comme ça, de rapidité, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et de quoi, voilà, moi franchement, au niveau technique, il m'a vraiment impressionné, tu vois. Je trouve que c'est son meilleur projet, mais à tous les niveaux, tu vois. Je veux dire, en termes d'instru, tu vois, en termes c'est intéressant que tu dises ça. Ouais, parce que je trouve qu'il se détache du côté un peu simple son de caverne, tu vois, que Griselda parfois, tu vois. Et il va aussi vers quelques sonorités un peu plus modernes par moment, tu vois. Il y a un morceau qui est produit par Hit Boy, il y a un morceau qui est produit par Murda Beats, tu vois. Après... c'est un mélange en fait, tu vois. En même temps, il reste aussi très lié à la tradition, tu vois, rap East Coast, tu vois. Et d'ailleurs, il est adoubé par toutes les gens de la East Coast. Il y a Avoc sur le projet qui prend un morceau qui est incroyable. Juvenile Hell, c'est un morceau de fou avec Lloyd Banks aussi qui lâche un gros couplet. Morceau, il est chaud. DJ Premier aussi. Il y a même Method Man sur un morceau. Method Man qui lâche un couplet. Qui était un single d'ailleurs. Fou, tu vois. Ouais, le morceau avec Method Man, franchement, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ouais, voilà, franchement, c'est un album que j'ai très peu de morceaux que j'écoute pas, tu vois, j'en ai peut-être 2, tu vois, où j'ai plus de mal. C'est lesquels le morceau produit par Murda Beats, je trouve ça passe moyen, tu vois, je suis pas trop fan, tu vois. Parce que c'est pas le style, je trouve. Ouais, c'est pas le style de Conway, il a tenté un peu un truc club, mais c'est pas l'ambiance, tu vois. Après, globalement, voilà, sur l'album, c'est un son qui est assez mélancolique, tu vois. T'en penses quoi, toi, du morceau avec Freddie Gibbs? Pardon, je t'ai coupé. Ah, moi, je le trouve super. Ouais, il est cool. Moi, je le trouve super. C'est Derringer qui doit prod ou un truc comme ça. Ouais. Après, il prod la plupart des morceaux, mais... Ouais. Moi, je trouve... Ouais, il y a un truc assez mélancolique et tout. Qui est ouais. Bah, tu parlais des gens qui l'adoubent et tout, Freddie Gibbs, voilà. Freddie Gibbs, c'est un peu le même... C'est le même rap, hein. C'est le même rap, hein, Freddie Gibbs, et tu vois... Et moi, j'ai trouvé ce morceau aussi super cool. Et c'est peut-être le morceau que j'écoute le plus de l'album. Ouais, ok. Moi, personnellement, j'aime beaucoup avec le morceau avec Method Man. J'aime beaucoup le début, en fait. Le début de l'album, j'aime From King, je trouve il y a un truc très puissant, tu vois. Fear of God, c'est... Fear of God avec Dej Loaf, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup Lemon, tu vois. Ouais, bah, tu vois, t'aimes bien le disque quand même, tu vois. Non, j'aime bien. Tu fais le rageux, mais parce que, tu vois, je te disais, en fait, c'est ça que je trouve, c'est qu'il a réussi à aller un peu plus loin que le simple mais bien sûr. Côté... Tu vois, c'est pour ça que je trouve ça fort aussi, tu vois. Mais parce qu'un morceau, on en parlait tout à l'heure en off, quand on venait à l'endroit où on allait tourner, on parlait du morceau Forever Dropping Tears. Ouais. Ça, c'est un morceau, je trouve qu'avant, il pouvait pas exactement après, faire, si tu cherches, il avait quand même déjà des morceaux, raconter des histoires. Bien sûr, mais je le trouve plus émotif, là, tu vois. En fait, il y a un côté, c'est un album, je trouve, de célébration, en fait, tu vois. Et en même temps, je trouve que c'est marqué aussi par le passé, tu vois, par ce qu'il a vécu et tout, tu vois. Et voilà, ce morceau, je trouve, il termine l'album, tu vois, mais il le termine très bien, tu vois. Mais même, et d'ailleurs, il avait sorti une réédition avec 4 morceaux de plus. Ouais, qui était sympa. Qui était sympathique aussi, donc... Roysters, notamment, c'était bien. Mais non, mais en vrai, moi, il faut savoir que je troll beaucoup Logan sur Griselda, notamment sur Conway. Je rigole beaucoup sur ça, mais parce que je lui dis très souvent, je suis pas fan, et il me dit, tu comprends pas et tout. Non, mais mais pour le coup, je rigole sur ça, mais je trouve que Conway a quand même réussi à sortir un vraiment projet solide. Ouais, il a un vrai beau album. Là, et je trouve que par rapport aux autres projets qu'il a pu sortir, même Everybody's Food, tu vois, je trouvais ça bien, mais je trouvais que c'était pas des projets qui pouvaient durer dans le temps.
Là, pour le coup, je pense que c'est un projet qui peut durer. Parce qu'il y a une profondeur, tu vois, dans l'écriture, notamment, qu'il n'avait pas avant, tu vois. Dans les productions aussi, il y a plus de variété. Mais même, mais exactement. Moi, je trouve le morceau Juvenile Hell avec Lloyd Banks, Avoc, je trouve, donne une prod classique, en vrai, tu vois. Mais je trouve... Enfin, classique. De ce qu'il a pu faire, tu vois. Ouais, mais une bonne prod. Mais je trouve que, tu vois, par exemple, Conway, il apporte quand même quelque chose. Parce qu'avant, je trouvais que c'était très souvent... Il rappait très souvent de la même manière. Ouais, mais même dans ses flows, je trouve qu'il a de l'humour maintenant, tu vois. Enfin, dans ses flows, dans son écriture. Dans son écriture, ouais. Non, et puis même, il a des adlibs, tu sais, celui il rigole. Il y a un truc... En fait, entendre le mec qui est en train de rapper et rigoler un peu en même temps, tu vois. Et avec la voix qu'il a, c'est super flippant. Ouais, en fait, ça tu fait... vois, ouais, non, mais c'est vraiment... Il y a un truc vraiment bizarre, je trouve, qui est intéressant, tu vois, à ce niveau-là. Puis ça fait... Franchement, ça fait vraiment rap pas de caverne, quoi. De mec, tu sais, qui est dans les corners de rue, tu vois, vraiment. Ouais. Mais vraiment, c'est bon album, hein, franchement. Ouais, franchement. Et puis je trouve, c'est aussi ça qui fait la différence, je trouve. Tu vois, tu parlais de Griselda, et moi je peux comprendre totalement qu'on n'aime pas trop Griselda, parce que c'est beaucoup de formes, tu vois, souvent, et pas forcément autant, tu vois, dans l'écriture, ou, tu vois, ou dans l'originalité, tu vois. Mais justement, c'est là où je trouve que Conway et Benny se différencient de West Side Gun, tu vois. Ouais. West Side Gun, c'est vraiment que de l'imitation de Rock Marciano, tu vois, mais sur le truc de luxe et tout, tu vois, mais alors que Conway et Benny, je trouve qu'ils ont des trucs à raconter, tu vois. Ouais. C'est pas pareil. Donc voilà, allez écouter cet album. Allez écouter. Mais c'est pas le seul disque de Griselda dont on voulait parler, parce qu'il y en a un autre que moi j'ai encore un peu plus préféré que celui-là. J'avoue, je suis toujours pas comme un ouf dessus. Pour rigoler. Mais non, très sérieusement, c'est le premier. C'est quoi Non, c'est pas le premier album. Non, c'est pas son premier album. C'est son deuxième ou troisième, un truc comme ça. Ouais, c'est l'album de Benny's Butcher. Comment il s'appelle, pardon? Burden of Proof. Qui est sorti aussi. Qui est sorti quand? Je sais plus. Il est sorti en fin d'année, octobre. Voilà, c'est qui est sorti aussi en fin d'année. Hein. Il y a beaucoup de gros disques qui sont sortis en fin d'année. Les derniers mois ont été vraiment très chauds. Ouais. Et ouais, qui suit un peu toutes les grosses sorties Griselda, parce que voilà, on parlait de West Side Gun, mais West Side Gun a aussi sorti des choses dans l'année. Donc Benny, rappeur important quand même de l'année, je pense, parce que en tout cas de Griselda, voilà, parce que beaucoup de gens en ont parlé. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que t'en as pensé du disque? Qu'est-ce que t'en as pensé? Pour moi, c'est le meilleur disque sorti par Griselda en 2020. Ouais. Et notamment, un peu comme j'en avais parlé avec Kono, mais parce qu'il se détache des poncifs du label, tu vois. Oui, un petit peu. Je veux dire, et aussi parce que c'est Hit Boy qui produit tout, tu vois. C'est exactement ce que je pense que c'est ça qui fait la différence, parce qu'il reste sur un son new-yorkais, tu vois, très East Coast, mais c'est un son new-yorkais triomphal, tu vois, qui est plus proche des trucs de Just Blaze, par exemple, sur Blueprint, tu vois, je pense. C'est intéressant ce que tu dis. Ou au prod que utilise Rick Ross par moment, tu vois, avec un truc un peu luxueux et tout, tu vois. Il y a Rick Ross d'ailleurs. Moi, je trouve cette influence, tu la sens à 100%, tu vois, dans les productions d'Hit Boy. Et moi, voilà, c'est un style de rap que j'adore aussi, tu vois. Et voilà, comme Conway, c'est aussi un album de victoire, je trouve, marqué aussi par son passé, tu vois. Parce que voilà, après, les Griselda, voilà, les 3 membres de Griselda, ils ont quand même des histoires qui sont tragiques, les 3. Enfin, je veux dire, puis ils ont beaucoup galéré pour percer quand même. Maintenant, voilà, ils sont en place, tu vois. Mais Benny, il rappe depuis 2000, tu vois. Son premier projet, c'est 2000, tu vois. Il perce maintenant, tu vois. Donc, c'est quand même, tu vois, il a galéré. Je crois qu'il a fait de la prison aussi, tu vois. Donc, tu vois, c'est des mecs qui ont vraiment fait des trucs. C'est clair. Et voilà, après, la production, pour moi, c'est le point très fort du disque, tu vois. Pareil. Beaucoup de samples de soul, tu vois, utilisés par Hit Boy, tu vois. Et je trouve que ça complimente vraiment bien, tu vois, l'émotion du disque, en fait, tu vois. Parce que Benny, il a un truc un peu, il rappe tout droit, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois. Vrai. Il rappe tout droit, il reste, tu vois, cadré, il fait son truc, c'est un peu le truc de Griselda aussi. Ouais, mais Benny, je trouve que c'est beaucoup plus que Conway, par exemple, tu vois. Je trouve que ça dépasse pas, tu vois. Mais en même temps, tu vois, il raconte des trucs, tu vois, où il a envie de mettre sa vie sur la table, il met ses tripes un peu sur la table par moment, tu vois. Et je trouve que c'est touchant ce contraste-là, tu vois. Entre ce truc de rapper un peu, tu vois, dur et tout, tu vois, et en même temps, tu sens que, vas-y, tu vois, il est un peu à bout, tu vois, il raconte tout ce qu'il a sur le cœur, tu vois. Et ouais, franchement, moi, c'est un disque qui m'a touché, honnêtement, tu vois. Et j'ai trouvé ça super solide du début à la fin. Il n'y a pas de morceaux que je skip, tu vois. Il y a des morceaux surprenants, tu vois, par exemple, il y a un morceau où tu as une instru. Franchement, j'avais vraiment peur au début, tu vois, un truc qui ressemble aux années 80, tu vois, Scarface ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est vraiment bien géré, tu vois, ça part pas trop loin, tu vois. C'est lequel morceau comment il s'appelle?
Over the Limit avec Dom Kennedy qui fait un refrain sympa, tu vois. Et voilà, et puis je trouve que c'est un album qui est aussi intéressant sur le succès, tu vois. Ouais. Il y a le morceau qui s'appelle Famous, qu'il a clippé d'ailleurs, tu vois, où il dit mais je me sens toujours pas connu, tu vois, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois. Le type, il a vécu des trucs, tu vois, tellement, tu vois, durs, tu vois, qu'en fait, même maintenant, même s'il est arrivé en termes de succès, tu vois, ça change pas tout, tu vois. Ouais. Et bon, après, ça peut paraître basique, tu vois. Ça peut paraître basique comme sujet pour un album de rap et tout comme ça. Mais j'admets, c'est pas l'album le plus original de l'année, clairement, tu vois. Non. Mais Zelda, hein, faut pas changer. Je rigole. Et toi, sérieux, tu cherches. Hein. Non, mais vas-y. Heureusement, on n'a pas trop parlé de Triple Go, hein, mais bon. Bref. Mais je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Mais ouais, voilà, c'est sûr, c'est pas l'album le plus original de l'année, mais c'est efficace du début à la fin, je trouve. Franchement, je trouvais l'album vraiment excellent. Et il y a un couplet de Lil Wayne, les gars, sur le morceau Lil Wayne, il a une bonne année quand même. Hein, Timeless, pardon. Il a une bonne année, t'as dit? Il a pas fait des grands disques, mais en termes de rap, je trouve qu'il est encore chaud, Lil Wayne. Bah non, mais là, pour le coup, c'est la preuve de ça, parce qu'il sort quand même un couplet super chaud. Et même le morceau avec Rick Ross, il est... Rick Ross, c'est chaud. Rick Ross, c'est super chaud. Mais Rick Ross, de toute façon, en featuring, il est parfait. Rick Ross est parfait. C'est pas en featuring. Non, mais on aime beaucoup Rick Ross ici. Et non, pour le coup, mais je suis d'accord avec toi. Et pour moi, surtout, ce qui me fait pencher encore plus vers cet album-là que pour celui de Conway, c'est clairement la production. Pareil. Parce que Hit Boy, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est aussi lui qui produit sur l'album de Nas. Ouais, King's Disease. Ouais. Voilà, qui est sympathique. Non, mais c'est bien, mais... moi, j'ai pas kiffé. Non, moi non plus. Pas, non, mais moi non plus. Pas... Mais ce qui était très bien, pour moi, je trouve, sur l'album, c'était notamment les productions de Hit Boy. Et je trouve qu'encore une fois, il montre un peu ses talents de producteur sur cet album-là. Même si Benny n'est pas du tout... comment on peut dire, ridicule, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que je trouve que Hit Boy rajoute... les productions de Hit Boy rajoutent vraiment quelque chose. Et je pense qu'on n'a pas grand-chose. Je pense que t'as tout dit sur le disque. Et écoutez-le, ça reste un album important de l'année dont on a beaucoup parlé, je pense, dans le milieu, etc. Ouais, voilà, ça a quand même bien marché comme album. Oui, je crois bien que sûr. Même commercialement, enfin voilà, Griselda, ça fait des bons chiffres. Quand même. Et prochain... Ah oui, putain, prochain... Là, on va parler... il y a du bon. Là, on va parler d'un rappeur de San Francisco, de Californie, qui s'appelle Larry June. Larry June, qui a sorti combien de projets? 5 projets? Il a sorti 5 projets cette année, 3 albums collab et 2 albums solo. Donc très clairement un des rappeurs de l'année, parce que c'est pas des mauvais projets. En tout cas, j'ai pas tout écouté, mais ce que j'ai entendu, non, moi non plus. Bon. Mais de ce que j'ai pu écouter, moi aussi, j'ai trouvé ça très bon. Enfin, très bon, j'abuse, c'était bon. Ok, allez. Les mots du sens. Non, je rigole. Mais les 2 projets dont on voulait parler surtout, c'était Numbers et Adjust the Game, qui sont les 2 solos en fait. Yes. Du coup, et qui sont des projets de plage. Non, ouais. Non, plus sérieusement, c'est des projets. C'est de la West Coast modernisée. C'est clairement ça. Donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus original. Non. Mais c'est hyper. C'est hyper efficace. C'est hyper efficace et surtout, on va commencer par parler d'Adjust to the Game. On fait ça? Ouais, je t'en prie, vas-y. Ouais, voilà, moi j'ai trouvé cet album très bon, très court aussi. Enfin, 25 minutes. C'est pas très long et je trouve que c'est bien, quoi. Parce qu'il a un flow qui est très lent en fait. Ouais. Qui donne un côté aussi, il a une musique qui est très relaxante et tout, tu vois. Donc ça se marie hyper bien avec les instrus et tout, qui sont qui sont aussi dans ce truc relaxant avec beaucoup de samples de jazz par exemple. Ouais. Tu vois, il y a du saxo par exemple sur un morceau incroyable, là. Organique, comment il s'appelle ce morceau? Ah, j'ai oublié le nom. Attends, je vais te chercher ça. Moi aussi, j'ai oublié le nom. Ah. C'est le 3e morceau en plus, je crois, de l'album. Ouais, mais qui est vraiment super. Ouais. Mais bon, je t'en prie. Ouais, bon, voilà, il y a du saxophone sur ce morceau-là, et c'est vraiment ouf. Après, au niveau de ce qu'il raconte, ça parle beaucoup de motivation, en fait, de richesse, de meufs. Ouais, beaucoup de meufs, voilà, aussi. Organic Drip. Deep, pardon. Deep? Ouais, Organic okay, Deep. D'accord, j'hésitais avec Drip. Voilà, donc ça parle beaucoup de filles, donc de sexe, d'amour, et voilà, c'est West Coast en fait, tu vois. Ouais, de ouf. C'est tout ce qu'on aime dans la West Coast, tu vois, c'est parfait. C'est bon, j'exagère, mais voilà. Non, mais pour le coup, il y a de la faiblesse, je trouve, dans les featuring.
Ouais, les featuring sont pas incroyables sur le disque, mais voilà, mais c'est globalement, tu passes un très bon moment, je trouve. Je trouve que c'est vraiment du bon moment. Franchement, c'est un album... Enfin, Larry June est très laid back, tu vois. C'est vraiment... c'est un rap vraiment West Coast où tu sens, tu vois, même la pochette où il est... devant sa voiture. Mais les deux albums, les pochettes sont devant des voitures. Ouais, mais très souvent, hein, il fait ça. Et tu vois, avec le pont de San Francisco et tout, franchement, moi, je trouve... Il y a vraiment une ambiance sur le disque. La pochette, elle est grave bien. Ouais, elle est vraiment super cool. La photo est vraiment belle. Et... vraiment, je trouve qu'il y a une véritable ambiance sur le disque. Parce que moi, j'avoue, c'est le seul disque que j'ai écouté de Larry June. Voilà. Je n'ai pas écouté Numbers. Le travail sur les prods, c'est vraiment c'est excellent. Le travail de sample, c'est vraiment magnifique. Ouais. Et pour le coup, je trouve que c'est un disque qui se digère super bien. Parce que comme tu disais, ça compte tout de même si c'est pas ce qui compte dans la musique, mais c'est un disque qui est assez court. Mais c'est pour ça aussi que ça se digère super bien. Ouais, bien sûr. Parce que non plus, il n'y a pas non plus des variations de flow de fou. Il y a quand même 10 morceaux, quoi, donc t'as quand même à manger, tu vois. T'as quand même entre guillemets. Non, mais clairement. Mais et ça fait vraiment plaisir. Moi, franchement, ça me fait plaisir d'écouter cet album. Franchement, quand je l'ai fini, j'étais content. C'est ça. C'est un album qui fait du chaud au cœur. Hein. Ouais, mais franchement, parce que c'est pas l'album le plus... quand je dis lourd, c'est dans les thèmes. C'est pas le plus spectaculaire aussi, non, tu vois. Clairement pas. Clairement pas, c'est comme je dis, il n'y a pas de folie. Non, après voilà, c'est un album de hustler, tu vois, je vais faire mon argent, tu vois, je veux y arriver. Voilà. Il y a même un album d'avant qui s'appelait Out of the Trunk, tu vois, je crois. Tu sais, ça fait très béarré en mode je sors mes disques et je les vends. Ça... Oui, on va passer un peu plus vite, je pense, sur le deuxième disque, tu vois, que moi je trouve un petit peu moins bon. Ouais. Donc voilà, au niveau des thèmes, toujours le même truc de devenir riche et indépendant, tu vois, qui est un peu plus marqué notamment par des interludes pendant l'album. Je trouve qu'il y a une vraie influence Rick Ross, tu vois. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'il y a ce truc un peu... Enfin, sur le deuxième, tu vois, je parle là, tu vois. Il y a ce truc de rap un peu luxe, tu vois. Je trouve le deuxième, il est moins puissant, entre guillemets, dans les instrus, tu vois. C'est plus, vraiment, encore plus, je trouve, tu vois, calme, entre guillemets, tu vois. Ok, je vois complètement, ouais. Et ouais, moins flamboyant aussi, c'est pour ça que j'ai un peu moins aimé, tu vois. Mais après, ça reste vraiment très bon, tu vois. Et il y a un morceau avec Dej Loaf dessus, morceau de Lover, mais incroyable. ça c'est parfait. Ok. Là, t'écoutes ça en voiture, t'es bien, tu vois. Bah, on se le mettra plus tard alors. C'est de la musique de Rider, tu vois. Ok, bah franchement, c'est vraiment une musique de Rider pour le coup, je trouve. Tu vois, même Adjust to the Game, ça reste quand même un peu Rider, tu vois. Un peu Rider, mais à la plage, tu vois, avec la plage à côté. C'est ça. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire sur ça. C'est de la West Coast. Ouais, c'est ça. Mais écoutez l'album, parce que Larry June, quand même, ça a été... c'est un rappeur important quand même de l'année, hein, parce qu'il a sorti, voilà, comme on dit, 5 projets. Et j'ai l'impression que pas beaucoup de gens en ont beaucoup parlé, alors pourtant, non, au final, c'est important. J'ai pas vu citer au final dans aucune liste. Mais j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup, tu sais, il y en a beaucoup de ça en Amérique, on parle, tu sais, beaucoup de rap régional, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup l'impression que c'est ça aussi avec lui, tu vois. Mais peu importe. Peu importe, nous on valide. C'est le plus Il important. a le tampon. Le prochain disque dont on voulait... On a beaucoup de disques, hein, on s'excuse, hein, mais on parle beaucoup. Il ne faut pas s'excuser, Adnan. On parle beaucoup. Et c'est Only for the Dolphins de Action Bronson. Là, ça c'est au rap, là, ça. Je mets le tampon. Voilà, c'est bon. Toi, tu mets le tampon. Bah, je pense que tu es celui qui pourra le mieux nous en parler. Ouais, après, j'ai vraiment découvert le disque il n'y a pas longtemps du tout. Oui, mais c'est pas grave. Donc je le connais pas très bien, je l'écoute en préparant l'émission pour être honnête, donc je l'ai pas non plus beaucoup réécouté, mais j'ai trouvé ça très chaud. Ouais. Et en fait un mélange assez surprenant sur ce disque en fait d'entendre un rappeur du Queens, tu vois, sur des instrus assez ensoleillés, tu vois, aux rythmiques caraïbéennes, latines, tu vois, voire orientales par moment, tu vois. Donc j'étais un peu déboussolé, tu vois. Ouais. Mais au final je trouve que le pari il est réussi, tu vois. Je trouve que les productions, elles sont magnifiques, avec notamment des samples de voix féminines très bien choisis, tu vois. Ouais. Voilà, et ce résultat de production, je le trouve encore plus surprenant parce que c'est des producteurs hyper non... Enfin, je crois que c'est quasiment un producteur par track, tu vois. Ouais. Donc c'est... et pourtant, l'album sonne cohérent, il y a un sound design début à la fin, aussi parce qu'il met son tag... son truc d'avoir un dauphin au début de chaque morceau, tu vois, qui donne vraiment l'ambiance, tu vois, plage et tout, tu vois, soleil. Et t'as des producteurs utilisés à contre-emploi, tu vois, comme Daringer par exemple, tu vois, ouais. et qui produit un morceau, tu vois, hyper bonne vibe, tu vois, alors que c'est le producteur de Griselda, il fait des trucs qui se cassent de hardcore normalement, tu vois. C'est vrai.
Voilà, donc après, c'est un album. C'est aussi un peu léger comme album, tu vois. Oui. Pas dans le mauvais sens du terme, Non. pas dans le sens où c'est pas bien, mais c'est dans le sens où c'est un album reposant qui fait du bien. Qui te fait du bien, non mais c'est clair. C'est un album qui célèbre la vie, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et après, voilà, Action Bronson, rap de punchline, voilà, donc Ego Trip, il parle pas mal donc de sa richesse ou de sa capacité à tabasser des gens, tu vois. Donc c'est aussi un peu étonnant, toi, d'entendre un mec, tu vois, qui dit qu'il tabasse, tu vois, alors qui rappe sur un truc caribéen, tu vois. C'est vrai, Et ouais, c'est intéressant, tu vois. Et... En fait, c'est limite un album de vacances, en fait, tu vois. Ah ouais, tu trouves ça comme ça? Ouais, franchement, moi, après, je l'ai pas écouté 1000 fois, tu vois, Ouais, mais comme ouais. je le sais, il m'a mis bien, tu vois, de bonheur, en fait, tu vois. De bonheur. Tu Mais vois, moi, c'était Larry June comme ça. Tu vois. Ouais, ok. Mais Larry June, il y a ce truc un peu plus, tu vois, je sais pas comment dire, tu vois, Ouais. lent, tu vois, qui est un peu plus, tu vois, je sais pas comment C'est dire, vrai, non, mais je vois relax, ce que tu tu vois. veux Là, dire. c'est moins relax, tu vois, Oui. c'est plus festif, tu C'est vois. vrai. Et d'un côté, ça tombe jamais non plus, je trouve, dans les stéréotypes, tu vois, Ouais. qui sont usagés dans ce type de musique, tu vois. On dirait pas un mec de East Coast qui essaye de faire un album comme ça, tu vois. Non, c'est vrai. Je trouve, on dirait vraiment le mec, il kiffe cette musique, il a fait ça, il l'a Ouais. bien fait, tu vois. Et après, le morceau à la fin, tu vois, est plus introspectif, par Ouais. exemple, tu Moi, vois. c'est le morceau que j'aime le plus, je pense. Ouais, je trouve, c'est un peu un morceau de débandade, je trouve, tu vois, par rapport au reste du disque, tu vois, parce qu'il commence avec un morceau, avec une phrase où il dit, ouais, la bœuf me fait plus qu'elle me faisait avant, tu vois. Je dis, ouais, bon, ok, la fête est finie, tu vois. Mais le disque, donc, je trouve d'un côté, ça rajoute encore une dose un peu plus, tu vois. Je trouve que c'est fort pour terminer l'album, tu vois, qu'on aime ça. Terminer par ça, tu vois. Moi, je suis d'accord, ouais. Donc ça rajoute une profondeur un peu en plus, tu vois, au disque, vrai. tu vois. Franchement, moi, l'album, je l'ai vraiment beaucoup aimé, tu vois. Ouais, c'est vrai que t'as aimé, toi. Ouais, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, encore une fois, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Sur le côté good vibes, en fait, je trouve un peu du disque. Ouais. C'est pas un disque qui, je trouve, qui se prend la tête de ouf. Tu Non, vois, pas du tout. et parce qu'il en faut des disques comme ça. Et bon, encore une fois, hein, moi je le répète, j'ai pas non plus énormément écouté. Et je pense que tu l'as écouté plus que moi, même si tu dis que tu l'as pas énormément écouté. Ouais. Je pense que tu l'as plus écouté que moi. Mais c'est un disque quand même que, quand je suis sorti du disque, en fait, ça m'a fait presque le même effet que Larry June, mais d'une manière différente. J'étais en mode, ouais, c'est vraiment cool d'avoir un album comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça m'a fait plaisir de l'écouter, même si je trouve pas que c'est un disque excellent au point de dire que voilà, pour moi voilà, c'est un disque c'est pas anecdotique, mais je veux dire non, arrête. Non mais arrête. C'est noir. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est un disque en fait je suis content que ce disque il existe. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a fait plaisir de l'écouter, mais c'est pas un disque sur lequel je vais je crois c'est pas un disque sur lequel je vais revenir énormément, tu vois. Mais ça reste vraiment cool et je trouve que Action Bronson rappe franchement super bien. Il a toujours très bien rappé, hein. Mais voilà, c'est du bookicage, etc. Après, comme je dis, c'est pas un album qui est lourd dans les thèmes, tu vois, c'est pas de grands thèmes, peu importe en fait, mais ça rappe. La production est vraiment bonne. Et tu vois, je suis surpris que tu me dises que c'est un producteur quasiment, ouais. Par track, parce que comme tu dis, il y a vraiment une cohérence, je trouve, sur le disque, et c'est ça qui donne vraiment du crédit, je trouve, au disque, et qui magnifie presque Action Bronson. Tu l'écoutes du début à la fin, en fait. Exactement, et je trouve que, tu vois, il dure quand même une trentaine de minutes, c'est pas énorme. 35, je crois. Voilà, mais je trouve que tu vois pas le temps passer. Non, c'est du fun aussi, tu vois, on parlait d'album fun, tu vois, là, exactement. Ça fait partie de ça, en fait. C'est ça, je suis complètement d'accord avec toi. On passe au prochain. Parce que là, le prochain... Là, c'est à moi. Non, je rigole. Là, c'est la famille. Là, c'est la famille. Ouais, bah là, pour le coup, c'est vraiment famille. Non, pour le coup, là, le prochain album dont on voulait parler, c'est Paternity Leave de Starlito, de rappeur de Nashville, voilà. Qui, ça faisait, je sais pas, ça faisait 1 an et demi, je crois, il avait rien sorti. Qui ressort donc cet album qui est assez court, qui doit faire à peu près une dizaine de morceaux, je pense pas plus. Mais qui franchement moi c'est un disque j'ai vraiment, je crois c'est le disque que j'ai le plus écouté en cette fin d'année, alors qu'il est sorti je sais plus, je vois en 21 juin, voilà, 21 juin, il est sorti le 21 juin, et c'est l'un des disques, je pense, que j'ai le plus écouté de cette année. Alors voilà, je dis, pour moi c'est pas l'un des meilleurs disques de cette année, hein. C'est pas genre qualitativement, c'est pas celui que je vais mettre le plus, mais c'est l'un des disques qui m'a le plus touché, et pour vraiment plusieurs raisons. Parce que déjà, Starlito, moi c'est un rappeur que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, je saurais même pas expliquer, mais
quand je parlais tout à l'heure de Scylla, des rappeurs très honnêtes, de la musique très personnelle, etc., Starlito, c'est complètement ça. On est dans de la musique qui est très personnelle, qui parle de lui, en fait, la musique de Starlito, c'est comme ça que je l'explique. Moi, je trouve, elle est incarnée en lui-même, en fait. Ou plutôt, c'est lui qui est incarné dans sa musique. Je ne saurais pas vraiment départager. Et là, pour le coup, ce qu'il vit en ce moment même, c'est qu'il a une fille, c'est un père. Et c'est un peu le thème central du disque. C'est pas un peu, c'est le thème central du disque. Il parle énormément de sa fille. Il parle aussi sur un morceau que je trouve qui est peut-être mon préféré de l'album. Il parle de la mère de cette fille qui s'appelle Baby Mama Choma, le morceau. Et je trouve qu'il en parle d'une manière vraiment super honnête, très impudique, tu vois. Il dit ouais, je pense pas qu'on devrait peut-être se quitter, mais c'est peut-être, si c'est ça que tu veux, c'est peut-être pas la solution, ouais, etc. Lourd, je pense, ouais. Et il en parle vraiment très de bien manière écrit. super bien. Ouais, on est d'accord. C'est le meilleur de l'album, je Ouais, on est d'accord. Et je trouve que c'est un morceau super beau, de séparation presque, enfin de séparation. Et il est vraiment beau. Et il parle beaucoup de sa fille sur le disque. Il parle pas que de ça, mais tu vois, moi, il y a une phrase qui m'avait fait rire. Tu vois, il disait quand elle est là, avec elle, on regardait des dessins animés, mais quand elle va dormir, après, je vais regarder Ozark. Tu vois, c'est genre en mode je sais pas, tu vois, je sens la paternité sur tout le disque. Hein. Le nom du disque n'est pas par hasard. Hein. Mais c'est un disque vraiment beau, je trouve. C'est pas l'un des disques les plus révolutionnaires Starlito, je pense sincèrement. Les prods sur lesquels il rappe, c'est des prods sur lesquels il a déjà rappé plein de fois. C'est du Starlito, quoi. Mais je trouve qu'il rappe encore super bien. Les thèmes du disque, franchement, moi, bizarrement, me touchent énormément, alors que je suis pas père. Hein. Mais je trouve que... Ouais, vraiment un côté très personnel dans sa musique, et ça, c'est vraiment ce que j'ai toujours adoré chez Starlito. Et Dieu sait aussi que c'est un rappeur qui rappe extrêmement bien. Et c'est court en plus comme disque. Je vous conseille vraiment de l'écouter. Et le premier morceau aussi du disque est vraiment, vraiment bien, où il parle un peu des manifestations qu'il y a eu en milieu d'année aux États-Unis, qui parlent même du Covid, tu vois. Et je trouve qu'il le fait vraiment d'une super manière. La prod est super cool, et vraiment il découpe. Il n'y a pas vraiment de morceau que je mets en dessous personnellement, parce que le disque est vraiment homogène, tu vois. Moi Starlito, je peux en parler des heures, mais moi c'est un disque que j'aime vraiment beaucoup. Après, je suis pas fan du feat qu'il y a avec Don Trip et Jelly Roll. Voilà, je trouve que c'est le morceau un peu en dessous du disque, mais il y a vraiment des gros morceaux. Heart on Defrost, c'est super chaud. Daddy Issues aussi, le dernier morceau est vraiment super bien. Et ça reste du Starlito, quoi. Et vraiment, c'est la musique vraiment très honnête, très personnelle. Et moi, j'adore, quoi. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi. T'as tout dit. Rien à dire. N'importe quoi. Non, je sais pas, t'en as pensé quoi, toi, du disque? C'était cool. Non, après, voilà, d'accord avec toi sur tout le truc très honnête et tout. Moi, voilà, comme je l'ai déjà un peu dit, c'est pas ce qui me touche le plus, tu vois, forcément. Ouais. Enfin, ça dépend, ça dépend des morceaux. Donc, sur tout un album, ça a tendance à me fatiguer, le côté très honnête à 100%, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de folie à un moment, que ça parte en vrille, tu vois. Mais bon, c'est personnel après, tu vois. Donc, moi, les prods, en fait, je les trouve pas folles. Voilà. Non, c'est pas folle. Ça dépend, tu vois, mais voilà. C'est juste ça qui me fait un peu... Mais après, voilà, en termes de rap, c'est propre de fou, tu vois, c'est super bien et tout, super bien écrit. Mais je trouve mettre quand même en valeur Starlito, tu vois. Ouais, bien sûr, mais c'est quand même des bonnes prods, hein, mais rien de flamboyant, on va dire. Non, ça je suis d'accord, ouais. Mais je pense que c'est un album, voilà. En fait, je voulais surtout parler de ce disque, je voulais surtout parler de Starlito. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, les gars. Les gars, Starlito, il est trop fort. Et plus sérieusement, si vous avez envie d'écouter Starlito, écoutez ses anciens projets. Il en a énormément, je pense que c'est l'un des rappeurs les plus importants de la décennie précédente, des années 2010, puisqu'il a sorti Dieu sait un nombre d'albums et de mixtapes. Mais je pense que Paternity Live, ça reste quand même un projet peut-être important quand même de sa carrière. Mais au-delà de ça, passons quand même à un autre disque, parce qu'on a quand même... Les disques dont on va parler plus tard, c'est... Il y a du lourd. Il y a trop de disques dont on devrait parler, mais le prochain disque, c'est le disque... Elle va être longue l'émission. Elle va être très longue, mais c'est pas grave. En train de regarder le chrono, là. C'est pas très grave. Mais c'est le deuxième album de Navy Blue, Song of Sage. Moi, je sais, je commence à en parler. À toi l'honneur. Vas-y.
Navy Blue, voilà, c'est un rappeur qui est proche de Earl Sweatshirt, de Mike, etc. Ancien membre de Hot Future. Ah ouais? Je savais pas. Oui. Non, je crois pas. Ah, il faisait pas partie de Hot Future? Non, 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 non. Ah non, non, c'est juste un proche de Earl. Ah, j'étais sûr il était... Non, je crois pas. Non, ok, non, non. d'accord. En tout cas, ça se trouve, je me trompe totalement, mais... C'est vrai que je regarde. Bah vas-y, je t'en prie, mais je suis pas sûr. En tout cas, bref, c'est un Parce proche... qu'ils étaient beaucoup dans ce groupe. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça, ils étaient énormément. Et moi, j'avoue, je suis pas un grand fan de Hot Future, même si je suis un fan de Earl et tout. Non, moi pareil. Mais ouais, rapport qui est proche hein, de Earl Sweatshirt, de Mike, etc. Et là, clairement, c'est clairement du son à la Earl Sweatshirt. Ah ouais, non, t'as raison. Il y est pas? Ok. Enfin, il y était pas, pardon. Et voilà, là, on sent vraiment, c'est un album un peu à la Earl Sweatshirt. Par ailleurs, Navy Blue, il avait sorti un premier album au début d'année qui est cool, mais qui est pas fantastique, je dois vous dire. Mais il a sorti donc ce deuxième album en fin d'année qui est plutôt sympa. C'est du rap, vraiment très posé. Hein. Là, tout ce que tu disais. On va pris un petit café avant. Si je peux vous donner un conseil. Pour pas s'endormir, parce que tu disais tout à l'heure du rap un peu plus fou, etc. Là, c'est clairement pas le cas. Là, c'est du rap très dans la cadence, très. Comment on pourrait dire pas du murmure, mais. Monotone, ouais, peut-être un petit unilatéral. Pour prendre des termes péjoratifs, mais non, mais pour le coup, c'est du rap assez calme. C'est clair, ça va pas dans des fulgurances, mais c'est du rap, on va dire, très écrit, etc., qui parle un peu de lui, un peu personnel, etc. Moi, j'avoue que c'est carrément, c'est très introspectif. Ouais, c'est ça, c'est que ça en vrai. Et il parle de son père, il parle de son histoire, etc. Et mais de façon très poétique, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Et parce que ce qui est intéressant, c'est l'écriture. C'est clairement pas le rap qui, je pense, voilà, c'est un peu... Ouais, c'est clairement pas le meilleur kicker de l'histoire. Non. Mais je trouve qu'il écrit quand même super bien. Il a vraiment des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Et pour le coup, ça m'a fait aussi très plaisir de re-entendre Mos Def sur un album. Ouais, c'est vrai, ça, j'étais surpris. Ça fait... Ouais, on est d'accord. Ça fait vraiment plaisir. Et je trouve qu'il y a vraiment des bons morceaux. Après, voilà, je pense que ça reste un album très répétitif. En tout cas, je pense que c'est le point faible du disque, parce que quand tu ressors, franchement, t'as l'impression d'avoir écouté tout le temps le même morceau, parce qu'en plus, l'album, il est assez long. Ouais, j'étais un peu lessivé, mais après, c'est personnel. Voilà. Ouais, mais je comprends, mais moi aussi. Il y a des gens qui sont peut-être plus sensibles. Bah, peut-être moi, tu vois. Ouais, mais bon, après. Mais moi, j'ai quand même bien aimé le morceau n'importe quoi, l'album. Tu vois, il y a des morceaux, là, je regarde la tracklist, mais Moment Hung, c'est super cool, je trouve. Le premier morceau, il est super bien. Morceau avec Mos Def aussi, il est super cool. Ça reste du rap, voilà, un peu tristounet aussi, hein, ouais, introspectif. Hein. Ouais. Et c'est cool. Je voulais en parler parce que je trouve Navy Blue, voilà, on n'en a pas assez parlé. Après, c'est vrai que son premier disque, il a sorti en début d'année, qui avait quand même hypé pas mal de monde, n'était pas fantastique. Mais le deuxième, je trouve quand même un peu meilleur. Et voilà. Qu'est-ce que tu ouais, j'ai pas énormément de choses à rajouter. Moi, j'ai bien aimé quand même les instrumentaux malgré tout, tu vois, qui étaient très doux et tout, avec des éléments de jazz et tout, samples de soul. Voilà, après il y a un truc assez froid quand même dans sa musique, je trouve. Ok. Pas d'excès, pas de grandiloquence, pas de truc, tu vois, je veux dire, c'est... Voilà. Donc faut aimer ça, Après, au niveau des prods, malgré tout, c'était un peu inégal, je trouve. Ouais. La meilleure, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé Pressure Point. Pressure Point, pour moi, c'est la meilleure, on est d'accord. Ouais. Donc en vrai c'est un bon disque, tu vois. Tu peux pas dire le contraire, tu vois, c'est un bon disque, mais qui peut un peu lasser par contre, un peu ennuyé, ou on peut trouver ça un peu mou. Enfin personnellement, voilà. Et je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'on a plus grand chose à dire, mais par contre sur l'album, il y a un feat avec un certain Billy Woods. Et ouais, belle transition. Belle transition, merci. Et il a sorti un projet en collaboration avec Mo Mother, je sais pas ce qu'on peut dire, c'est pas une rappeuse, c'est une activiste. C'est une activiste, voilà, c'est ça. Et qu'ils ont sorti un album en fin d'année qui s'appelle Brass. Alors là, pour le coup, si Navy Blue, parfois on pouvait trouver ça un peu rondouillet, peut-être pas forcément hyper original. Là, on est sur un disque qui, personnellement, je trouve fantastique. Pour moi, c'est l'un des disques de l'année. Franchement, je suis très sérieux. Je suis d'accord avec toi, c'est un des disques de l'année. On est d'accord. Et même, franchement, je vais te dire la vérité, je l'ai écouté beaucoup de fois quand même, mais je l'ai toujours pas digéré. Non, mais... J'arrive même pas encore à en parler directement parce que, faut se le dire, l'écriture des deux, hein,
C'est trop. C'est cosmique. Je capte pas. Non, mais je perds ma connexion quand je suis sur le Genius. Non, mais c'est très cryptique, c'est très même philosophique, entre guillemets. Et, mais pour le coup, au niveau de l'originalité du disque, ah bah là, franchement, c'est incroyable. 5 étoiles l'originalité. Ah ouais, là, pour le coup. Et même au niveau... C'est un ovni. C'est un ovni total. Et mais pour ceux qui aiment vraiment le... Rap underground. Ouais, c'est du rap underground. Et qui aiment la musique de Billy Woods, je pense que vous allez trouver votre compte, franchement. Et si vous aimez la musique un peu plus... ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est expérimental ? Oui. Expérimental. Et obscur aussi. Hein. Ouais, obscur. Mystique. Ouais, mystique. Il y a plein d'adjectifs qui fonctionnent bien. Mais qui pourtant restent dans la réalité, parce que si l'on s'intéresse vraiment aux lyrics et tout, parce qu'on dit que c'est critique, etc., mais ça parle quand même beaucoup de la cause noire, complètement. des trucs, des manifestations, etc., de la condition afro-américaine, etc. Et ça en parle extrêmement bien. Pour ceux qui aiment Billy Woods, vous savez, hein, qu'il en parle beaucoup dans ses textes. Et moi, j'aime beaucoup Billy Woods. Et que j'avoue, j'ai découvert très tard. J'ai découvert l'année dernière, grâce à toi d'ailleurs, il me semble. Ouais, je t'en avais parlé. C'est toi qui m'avais dit d'écouter Hiding Places et que j'ai trouvé génial. Et franchement, pour moi, Brass, c'est un grand disque. Et je t'en prie, vas-y, parle. Bah, t'as déjà parlé de tout ce qui concerne l'originalité du disque. Moi, ce qui m'a quand même beaucoup marqué, c'est les productions. Ouais. J'ai jamais entendu ça, en fait. Ouais. C'est un mélange de sonorités africaines, tu vois. Ouais. Avec des bruits hyper inquiétants, en fait, tu vois, avec des espèces de basses hyper lourdes, tu vois, qui viennent te taper dessus. Ouais. Et voilà, c'est dur à décrire, honnêtement, et voilà, c'est très difficile à digérer. Moi, je l'ai écouté, je l'ai pas énormément écouté, franchement, je l'ai écouté il y a pas longtemps, tu vois, je l'ai écouté 1 fois et demie, tu vois, au total, tu vois, donc c'est vraiment difficile d'en parler, tu vois, mais Billy Woods, en réalité, gros niveau technique quand même. Bah oui, bien sûr. Non, mais voilà, tu vois, je veux dire, on n'en parle même pas, tu vois, mais je veux dire, en réalité, c'est quand même un rappeur, tu vois, de fou, tu vois, et il rappe des textes qu'on peut pas capter. On comprend de quoi ça parle, en gros, la condition afro-américaine, la violence, tout ça. Et après, il y a Mother, tu vois, sur le disque, quand même, qui l'accompagne, qui est pas une rappeuse, tu vois, mais qui rappe, tu vois. Mais elle fait une espèce de rap parlé, tu vois, qui, je trouve, participe à l'inquiétude, en fait, qui s'émane du disque, tu vois, parce qu'elle a une espèce d'interprétation agressive, tu vois. Et elle a un rap qui est pas très académique, tu vois, donc c'est... Bah, c'est très déstructuré sur le disque, même Billy Woods. Même Billy Woods, mais Billy Woods, j'ai l'impression qu'il contrôle plus, tu vois. Oui, c'est vrai. Et ouais, personnellement, j'aurais peut-être préféré plus entendre Billy Woods, tu vois. D'accord. Parce que, objectivement, peut-être ça aurait donné... Enfin, objectivement, ça veut rien dire, tu vois, mais ça aurait peut-être donné des meilleurs morceaux rap, tu vois, entre guillemets, je vois ce que tu veux dire. Mais après, l'atmosphère du disque, peut-être qu'elle est mieux complimentée comme ça, avec Mother qui prend plus de place, tu vois. Donc au final, le disque, il est vraiment balèze, tu vois. La pochette, je trouve, elle résume hyper bien l'atmosphère du disque, tu vois. Une espèce, tu vois, c'est un enfant avec un masque africain, tu vois. Donc c'est une espèce d'africanité sombre, tu vois, liée au mystique, l'occulte, tu vois. Voilà, Moi, il est pas très long, je crois. Non, il fait 40 minutes quand même. Ouais, quand même, il est assez... Tu vois, il fait 40 minutes, mais je l'ai pas vraiment vu passer, tu vois, parce que c'est tellement original et tout, tu vois. Mais en vrai, je trouve ça dur d'en parler. Et pour le coup... Parce que en fait, ça va tellement dans beaucoup de choses, en fait, que parfois c'est vraiment dur à digérer, on le répète. Mais si vous voulez, je vous conseille, je vais peut-être vous renvoyer un article qui a été écrit sur le blog Pure Baking Soda, voilà, qui parle de ce disque-là et qui en parle vraiment bien, et qui parle du côté où on n'a pas besoin de tout comprendre sur le disque, de tout comprendre lyricalement. Et je trouve qu'il en parle extrêmement bien, et je vous conseille d'aller le lire vraiment. Et il en parle vraiment excellemment bien. Et ça, Nicolas Pellion. Et là, les 10 dont on va parler, là, c'est incroyable. Non, mais plus sérieux. Parce que là, on parlait de... je parle de Pure Baking Soda, mais il en a aussi parlé durant l'année, mais c'est les albums du rappeur de Californie, de Los Angeles. Westside. Draco's Ruler, les gars. Draco's Ruler. Qui a sorti j'ai pas dit, si je l'ai dit, c'est un rappeur de Los Angeles, pardon, et qui a sorti 2 projets cette année qui sont Thank You for Using GTL et We Know the Truth, et de manière assez unique en vrai, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Draco, c'était quelqu'un qui était en prison
durant tout le début comment on pourrait dire ça, de l'année. Et son premier disque, qui s'appelle Thank You for Using GTL, il est enregistré en prison. Enregistré par téléphone, par JTL, voilà. Et il a été libéré plus tard dans l'année, je sais plus quand, et il a sorti dans la foulée un autre projet qui s'appelle We Know the Truth, où là, pour le coup, c'est pas un projet, c'est un vrai projet, on va dire, enregistré dans des conditions normales. En studio, ouais. Et on pourrait parler des deux projets, mais moi, j'ai plus envie de me concentrer peut-être sur Thank You for Using GTL, parce que même si j'adore les deux projets... Bon, on peut parler vite... des deux, quoi. Ouais, on peut parler. Vas-y, vite et bien. Voilà. Oui. Essayons. On peut commencer par Thank You, si tu veux. Ouais, par rapport à Thank You, donc tout est produit par la même personne. Donc, Joog, ouais. Là, c'est lui qui... Donc voilà, donc je trouve les prods, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé quand même sur le disque, tu vois. Donc c'est West Coast, Gangsta Rap, tu vois, clairement, tu vois, mais modernisé aussi. Après, les instruments, elles sont assez simples en réalité, tu vois. Dans la structure, mais après, et électronique. C'est le style de Draco. Ouais, bien sûr, mais je trouve que justement, tu vois, ce truc très simple, électronique, tu vois, ça se mêle très bien en fait à la voix enregistrée au téléphone, tu vois, que Drakeo a, tu vois. Et ça crée un espèce d'album, je sais pas, étrange, j'ai l'impression d'écouter une sorte de monstre au téléphone en fait. Je sais pas comment dire, t'as une espèce de monstre mécanique, tu vois. J'ai du mal à expliquer le truc, tu vois. Et puis l'album est quand même assez long, tu vois, mais en réalité il s'écoute bien, tu vois, du début à la fin. Parce que le procédé en fait il fascine, tu vois. Ouais. C'est juste, c'était tellement pas l'habitude d'entendre ça, tu vois, que. C'est clair. Et je m'attendais vraiment à être saoulé par le disque. Hein, quand je sais. En fait, mais au final, franchement, je l'ai vraiment bien kiffé et tout. Ouais. Voilà. Puis pour beaucoup de gens qui disent que c'est aussi le meilleur projet qui est sorti en prison, qui a été fait en prison. Moi, j'avoue, je peux pas répondre à cette question parce que j'en ai pas écouté énormément. Hein. Mais pour beaucoup de gens, c'est le meilleur disque qui a été fait en prison. Et à raison, hein, je pense, parce que c'est quand même un disque assez fou, faut se le dire, parce que comme tu dis, c'est du gangsta rap, très clairement. Mais il y a un côté un peu étrange sur le disque, parce que très clairement, l'ambiance du disque, c'est-à-dire le fait qu'ils sont en prison, joue sur le disque. Le disque, il peut pas se séparer de son histoire, en fait. Et il y a ce côté où Draco, sur le morceau, par exemple, GTA 6, qui est l'un des morceaux pivots, je pense, du disque, où il se présente comme ça, où il dit, au début, il dit, ok, toi, tu crois que t'es dans le GTA, donc tu fais n'importe quoi. Ok, putain, lui, il croit qu'il est dans le GTA, donc il fait n'importe quoi. Après, il fait, ah, mais moi aussi, je crois que je suis dans le GTA, donc je fais n'importe quoi. Donc il y a ce côté où il amorce quelque chose d'assez dans la fiction, en fait. Dans la fiction du gangsta rap, où il lie un peu les deux. Je veux dire. Et c'est un peu qu'il conclut ça avec le dernier morceau qui s'appelle Fictional, où il dit que, bah non, tout ça, en fait, c'est fictionnel, en fait. Le gangsta rap, c'est fictionnel. C'est de l'entertainment. Voilà, ouais, c'est un peu ça, tu vois. Sauf qu'en fait, et ça, c'est quelque chose que, encore une fois, je répète, mais c'est Pure Whitney Soda qui l'a dit, et j'étais complètement d'accord avec lui. Sauf qu'en fait, il dit ça alors qu'il est dans une prison. Et justement qu'il est dans la réalité. Il est dans la réalité, tu vois. Donc comment tu fais pour concilier les deux ? Donc je trouve qu'il joue un peu sur ça, sur le côté fictionnel et réaliste du gangsta rap. Et c'est assez fort, je trouve. C'est quelque chose qui joue assez fort, même sur le morceau où il dit ouais, tu crois que là c'est pas les réseaux sociaux, là c'est la vraie vie et je vais te tuer, tu vois. Je sais plus comment il s'appelle le morceau, je crois. Bref, il s'appelle Social Media quelque chose. Et je trouve l'album est vraiment bon. Et je trouve sincèrement que le côté prison, le fait que ça soit enregistré au téléphone, ça joue clairement sur l'ambiance du disque. Ouais, largement. Il y a quelque chose de presque caverneux. Pas du côté caverneux. Après, je te mens pas, je le réécoute pas souvent quand même. Parce qu'il est dur à digérer aussi, je trouve. Parce que... Je sais pas si c'est digéré, c'est juste c'est pas quelque chose que j'ai envie d'entendre tout le temps. Voilà, exactement. Parce que pour l'oreille, on n'est pas habitué à ça, tu vois. C'est pour ça. Ouais. Mais pour le coup, je pense que c'est un disque quand même vraiment très sérieux. Et par ailleurs, je trouve que c'est une mauvaise idée, pour moi. Hein, mais il a enregistré l'album il n'y a pas très longtemps, il l'a sorti en studio. Avec toi. Ouais. Et je trouve que c'est pas une très bonne idée. Il a enregistré pas au téléphone du coup. Au studio. Du coup, c'est enregistré au studio. Moi, j'ai un peu écouté. Du coup, en fait, j'avais les autres morceaux en tête et j'ai pas aimé, tu vois. Ouais, voilà, tu vois. Et moi aussi, c'est le cas. Et... ouais, je trouve qu'il y a quelque chose hein, dans l'ambiance. Après, c'est un disque qui a été quand même beaucoup parlé. Aujourd'hui, Draco, beaucoup de gens en parlent comme presque la tête de file. Ouais, il monte, quoi. Ouais. Le rapport californien. C'est ça. Et après, donc, il est finalement sorti de prison, heureusement.
Et il a sorti un nouveau projet dans la foulée. Il l'a enregistré, je sais pas, très rapidement, qui s'appelle We Know the Truth. Et qui, là encore, c'est vraiment du Dréko. Hein. C'est du Dréko, c'est du langage crypté avec du slang de Los Angeles, du gangsta rap, du... Ouais, franchement, avec des prods dans le style de Dréko. Et c'est vraiment un projet, moi aussi, que j'ai encaissé, que j'ai beaucoup écouté. Pour dire très rapidement, s'il y a un défaut pour moi, c'est les feats du disque. Voilà, je les trouve pas à propos, pas souvent. Lil Yachty, par exemple, je sais pas ce qu'il fout sur le disque. Mais voilà. Lil Mosey aussi. Ouais. Et par contre, il y a un triptyque sur le disque que moi, je me l'écoute tout le temps. C'est Punk Rock Beach, Fights Don't Matter et Energy, avec T Grizzly, qui est super chaud. Ouais, on est d'accord. Que j'aime beaucoup. Lil Boozy, le morceau aussi, qui est incroyable, je trouve. Mais voilà, c'est un disque plus... Comment on pourrait dire, plus... dans le style de Dréko, quoi. C'est du Dréko. Et je pense que c'est plus facile à l'écoute aux oreilles d'écouter We Know the Truth, par exemple. Mais voilà, pour moi, c'est des... Dréko, pour moi, c'est quand même un rappeur important de l'année. Même si pour moi, il y a d'autres gars qui ont sorti des disques meilleurs que lui. Mais ça reste quand même super important. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, moi, je suis un peu moins enthousiaste que toi sur le second disque. Ouais. Après, voilà, j'ai passé un bon moment, tu vois, je vais pas faire semblant, tu vois. Mm-hmm. Après, ouais, ce qui est intéressant, c'est son flow, tu vois, il a un truc un peu à la I40, tu vois, il rentre dans la prod, tu vois, il en ressort, tu vois, je trouve qu'il maîtrise très bien ça et tout, tu vois. Après, je trouve que dans les productions, en réalité, c'est inégal. Ok, ouais. C'est à mon avis, tu vois. Je trouve que ça sonne pas mal de fois un peu attendu, tu vois, un peu, un peu basique, tu vois, je veux dire, c'est... Donc, moi, ça m'a un peu ennuyé à un moment, je vais pas faire semblant, tu vois, parce que l'album a quand même sa durée, tu vois. Oui. Là, c'est long. Notamment le truc de guitare acoustique qui m'a un peu saoulé, j'avais l'impression d'écouter du rap de cowboy, enfin... C'était, faut arrêter la guitare acoustique dans les chansons de rap, les gars, c'est pas possible. Après, voilà, donc comme j'ai dit, grosse qualité technique, je suis d'accord avec toi, les feats, les morceaux avec des feats, c'est ceux que je réécoute pas, tu vois, en réalité. À part Energy, tu vois, c'est avec T Grizzly. Ouais. Qui est super chaud. Voilà, donc, en vrai, tu vois, j'ai écouté l'album, je me suis dit, bon album de gangsta rap, tu vois, mais j'ai pas pété un câble, tu vois. Je trouvais ça quand même un peu redondant et tout, tu vois. Ok. Mais en vrai, franchement, je te comprends totalement. Parce que... Après, parce qu'après, il a aussi ce truc d'interprétation qui peut, au bout d'un moment, tu vois, c'est quand même un peu monotone, tu vois. Voilà. Je comprends. Et après avoir parlé de ces gros morceaux, encore un gros morceau. Voilà, par contre, les gars, faut... Lavez-vous la nuque, les gars, parce que là... non, on va parler d'un rappeur aussi extrêmement important aujourd'hui qui est... C'est une légende. C'est une légende, clairement. Qui est, par exemple, on parlait de Griselda, mais qui est très important pour Griselda, qui les a poussés, qui a fait beaucoup de feats avec eux. Mais c'est Rock Marciano. Rock Marciano qui a sorti cette année encore en fin d'année. Hein. La fin d'année 2020 c'était quelque chose quand même. Et qui a sorti Montmarcy. Rock Marciano, moi j'avoue, encore une fois, je vais pas être objectif parce que c'est l'un de mes rappeurs préférés. Je trouve qu'il maîtrise encore une fois encore plus son style qu'avant. Enfin, il maîtrise toujours autant son style, je veux dire. Toujours le côté vraiment pimp, mais de luxe. Je trouve qu'il a une présence au micro, c'est assez fou. Je trouve, je sais pas, une sorte d'arrogance, de charisme. Toujours, franchement, c'est incroyable. Sa plume, c'est vraiment quelque chose. Je trouve que c'est quelqu'un qui écrit toujours aussi bien. Un morceau comme, je sais pas, comme le dernier morceau, par exemple, Montmarcy, je le trouve super bien écrit. Comme toujours avec lui. Hein. Mais franchement, pour moi, c'est un album que j'ai vraiment beaucoup écouté. La production aussi est vraiment folle. Ça rajoute vraiment quelque chose, je trouve, au rap déjà luxe de Rock Marciano. Mais il y a quelque chose... Ça rajoute vraiment quelque chose. Un morceau comme Butterfly Effect. Franchement, c'est... Incroyable. Ouais, clairement. Super... La prod même, elle est imagée. T'as l'impression que c'est la nuit, qu'il est en train de fumer un gros cigare. C'est incroyable. Mais moi, c'est un album que j'ai beaucoup écouté. Après, si je dois donner des défauts, je pense qu'en vrai, on a le même. C'est le fait que c'est l'autre moitié du disque. La seconde, ouais. Elle est un peu moins... Elle est moins forte. C'est pas mauvais, mais c'est ça. moins puissant. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Surtout au niveau des productions, parce que lui, il baisse pas vraiment de niveau dans ce qu'il fait. Non. Mais c'est juste que aussi l'album est un peu long. Enfin, un peu long. Non, mais par rapport à ce qu'il pouvait nous présenter, par exemple, avec Murcielago, qui est plus compact, etc. Il me semble, en tout cas, si ma mémoire est bonne, parce que parfois...
Non, c'est bien ça, c'est Murcielago, et qui était sorti en 2019. Et pour le coup, je trouve vraiment il maîtrise son art. Et je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, j'ai adoré ce disque. Ouais. Franchement, j'ai vraiment été presque choqué, tu vois, par la première partie du disque. Ouais. Mais en fait, c'est... Après, Rock Marciano, il faut quand même préciser qu'il produit tout. Tout Ouais, ce qu'il ouais. fait, donc c'est quand même... Ça, c'est assez fou. Ça, c'est quand même assez fou. Et personnellement, je crois que les productions, je crois que c'est ce que j'ai le plus aimé au final sur, Ouais. sur le disque, tu vois. Avec donc, Pardon, les deux, ils font 15 titres. Pardon, je me suis trompé. Ok. Donc, Ouais, avec ce truc hyper luxueux, hyper classe, tu vois, avec ouais, des instruments nobles, entre guillemets, tu vois, comme du piano, Ouais. du saxo, du violon, Ouais. tu vois. Et tout ça, ça se mélange avec la crasse, en fait, tu vois. Ouais. Avec cette voix aiguë, presque nasillarde, tu vois, Ouais, qu'il ouais. peut avoir par moment, tu vois. Et puis cette interprétation calme, tu vois. ouais. Où il murmure quasiment, tu vois. En fait, t'as l'impression d'écouter une puissance tranquille, tu vois. Je veux dire, Ouais, ouais, donc là, clairement. donc c'est vrai que c'est très juste que t'as dit à un moment où tu l'imagines fumer son cigare, tu vois ce que je veux dire. Donc t'as vraiment cette image du grand gangster posé, et Ouais, tout, tu c'est vois, clair. du Il fait film. très grand gangster, ouais. Exactement, clairement. tu vois. Et même dans ces textes, je trouve que t'as ce contraste, pardon, entre la description, en fait, du luxe, tu vois. Donc par Ouais. exemple, il parle de son Alfa Romeo, des trucs comme ça, tu vois, Ouais. et de la vie de proxénète, Ouais. et de dealer de drogue, tu vois. Et donc, ouais, franchement, album excellent, tu vois, incroyable. Non, mais ouais. J'ai pas non plus mille choses à dire, tu vois. Après, c'est du Rock Marciano, donc Ouais. ceux qui connaissent vont aimer, tu vois. Ouais, Et, c'est clair. et si vous connaissez pas, bah allez-y. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est son humour, hein. Ouais, il y a Humour beaucoup. noir qui est vraiment drôle, je trouve, dans Ouais. son écriture, tu vois. Par exemple, il y a un moment où il parle des Drake Rose, je sais plus ce qu'il dit, tu vois. Mais c'est assez marrant. Ouais, voilà, après, je suis d'accord avec toi pour la seconde partie du disque. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi d'écouter l'album du producteur Preservation, qui vient aussi de New York, et où il y a un morceau de Rock Marciano, et tu parles du truc rigolo, etc., mais de l'humour un peu qu'il peut y avoir dans ses textes, et à un moment, il dit... il finit une phrase et il dit genre « It's Gucci !» Tu vois, il utilise le ad-lib de Gucci, et c'est quelque chose de... Ouais, c'est assez drôle. Et je pense qu'on n'a pas plus à dire... Oh, tu sais, tu peux lever. Hein. Pardonnez-nous, mais on manque de lumière chez nous. Et attends, je t'en prie, tu peux lancer le prochain disque. Parce que là... Ah bah là, c'est un morceau. Hein. Alors, le prochain disque dont on va parler, c'est Purple Moonlight Pages de R.A.P. Ferreira. Anciennement Milo. Donc, qui est un rappeur assez confidentiel, enfin, qui est connu par les gens qui écoutaient du rap. Très local. Qui est très local quand même. C'est Midwest, c'est ça? Midwest, ouais. Et donc le nom de l'album vient d'un texte de Jack Kerouac. Ouais. Donc ça donne déjà une idée de où il se situe artistiquement, dans quelle liberté, tu vois, ce qu'il inspire, tu vois. Moi, franchement, cet album, c'est une claque. Ouais. Il est sorti quoi, en avril, un truc comme ça? Ouais, je crois, quelque chose comme ça. Je me le suis pris direct, enfin c'est... Parce qu'en termes de production, en fait, personnellement, j'avais pas entendu quelque chose comme ça avant. Ouais, j'avais pas souvenir d'avoir entendu un disque avec ce type de production, tu vois, qui est tout est instrumental en fait. Je pense qu'ils ont tout enregistré eux-mêmes. C'est produit par Jefferson Park Boys. Ouais. Avec des donc je pense qu'ils ont plein d'instruments. Lui aussi, je pense qu'il participe. C'est un producteur aussi. Hein. Ouais, il est aussi producteur du disque. Ouais, en tout cas, il produit sous le nom de Scallops Hotel et tout. Hein. C'est un peu, Rap Ferreira, c'est un peu comme MF Doom, hein. C'est des gens qui ont beaucoup de alias entre guillemets, mais c'est un album qui moi aussi, qui je trouve vraiment, pour moi c'est l'un des albums de l'année. On en reparlera quand on dira à la fin de notre top 3, hein. Mais pour moi c'est l'un des albums que j'ai le plus écouté cette année. Tu vois, on parle du côté production, etc., mais c'est un côté très jazz. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est dans ses sonorités. En fait, il laisse beaucoup d'espace, en fait, entre le volume des différents instruments, tu vois, même dans la cadence, tu vois. Ouais. Et je trouve ça laisse respirer, tu vois. Il y a un truc très frais, en fait, dans le disque, tu vois. Il y a une vraie fraîcheur, tu vois. Et puis, tu as une variété, tu vois, dans les styles musique, dans les styles de morceaux qu'il va donner, tu vois. Tu vas avoir des trucs très, entre guillemets, un peu plus durs, tu vois, genre, je pense au morceau... UDIG, tu vois, qui est un morceau vraiment rap avec une instru hyper bizarre, tu vois, mais très sec, tu vois, et tu vas avoir des trucs hyper relaxants, mélodieux, tu vois, comme Living Hell par exemple, tu vois. Il est fou ce morceau.
Et après, ce qui est vraiment magnifique, c'est l'écriture. Ouais. Et là, c'est des textes très poétiques, tu vois, quasiment impossibles à comprendre par moments, franchement. Mais l'important, voilà, c'est la beauté des mots, en fait, tu vois, c'est la beauté des rimes, tu vois, des syllabes. Et en fait, je pense que ce dont il parle beaucoup, en fait, dans le disque, tu vois, je crois que c'est au début de Living Hell, il dit quelque chose comme la poésie, maintenant, si tu veux en faire, tu dois être en dessous de l'underground, tu vois. Je crois qu'il dit ça, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu ça, tu vois. En gros, c'est cette liberté-là qui est importante pour lui, tu vois. Et ben, laisser de la place à la poésie dans le monde, et voilà, c'est rap faire. T'as complètement raison sur ça, parce qu'il y a ce côté extrêmement libre. En fait, la liberté, c'est le centre même du disque. C'est ça, c'est ça. Parce que même dans son rap, parfois, il va rapper vraiment. Parfois, il va juste parler. Parfois, il va mettre un refrain au milieu d'un morceau. C'est très déstructuré. Une variété de flow, tu vois. Comme tu as dit, parler, agressif, rapide, tu vois. C'est ça. Et d'un côté, il sait tout faire, tu vois, en termes de rap. Tu vois, tu sais qu'il peut faire classique, tu vois. Tout comme il peut faire des trucs innovants et tout, tu vois. Il est trop fort. Et franchement, il est vraiment... il est trop fort. Et juste, je voulais rajouter juste un dernier truc par rapport au thème central du disque qui... on pense c'est clairement la liberté, mais c'est que même il y a ce côté où faire de l'art, tu vois, chez lui c'est libérateur, tu vois. Exactement. Il y a ce côté, je sens que c'est le propos du truc de laisser l'art dans la vie, laisser la poésie dans la vie. Exactement. Après là voilà, on extrapole pas mal et tout, mais je veux dire ça se ressent dans la forme du disque en fait. Mais même lui quand il en parle, tu vois, parce que je sais pas comment expliquer ça, mais tu vois, tu parles du côté très très abstrait et tout, mais tu vois le morceau Lounge, où il dit, où c'est un morceau où il dit, où il fait en gros, où il fait son linge avec son fils à côté. Et en fait, t'as l'impression que c'est ça la liberté pour lui en fait, c'est de faire le linge et c'est de faire de la poésie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quelque chose de, je sais pas, moi je ressens ça clairement chez lui, comme une. Qui part dans tous les, tu vois. Qui part dans tous les sens. Mais chez lui, j'ai l'impression presque une volonté de trouver la liberté, tu vois. Ouais. Et... Mais même si tu regardes ses clips, c'est un peu lunaire, tu vois. Non, mais en train de méditer au milieu d'un parc et tout, tu vois. Et le clip de Cycles, c'est clairement ça. Mais après, voilà, franchement, là, on parle entre guillemets du fond, mais ça se ressent vraiment dans la forme et les morceaux sont magnifiques. C'est ça le plus important, quoi. C'est vraiment les prods, elles sont planantes quand il faut l'être, tu vois. Et elles peuvent être hyper rap qui cache, tu vois, quand il faut. Et c'est... Voilà, c'est magnifique. Franchement, c'est un magnifique album. Ouais, en fait, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est la personnification de la liberté artistique, je pense, mais clairement, dans le rap américain, tu vois. Vraiment. Et ouais, je pense qu'on a tout dit sur ce disque-là parce que bon, là, il nous reste encore quelques disques à parler. Donc, les albums dont on va parler là maintenant, c'est d'un artiste très important de l'année qui, pour moi, c'est le meilleur de... Ouais, c'est le MVP, je pense, de l'année, qu'on peut le dire très clairement. C'est Boldy James. Boldy James, qui est un rappeur de Détroit, qui a sorti 4 projets cette année. 4 projets, surtout 3 importants, je pense. Et qui sont donc le premier qui était... The Price of Tea in China. Avec Alchemist, voilà. Ensuite, il a sorti Manga on McNichols. Ah non! Non, si. Il a sorti Versace Tape avant, je crois. Non, il a d'abord sorti Manger. D'accord. Manger on McNichols. Et après, il a sorti Versace Tape, qui était donc à Griselda. C'est ça, c'est quand il a signé avec Griselda. Voilà. Et un quatrième qui s'appelle Real Bad Boldy. Oui, c'est ça. Real Bad Boldy, ouais, c'est ça. Avec un autre producteur qui s'appelle... Real Badman. Ouais, Real Badman. Mais en fait, les 4 projets, c'était à chaque fois des projets en collaboration avec un seul producteur. C'est ça. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une très bonne chose, oui. Parce que clairement, ça donne de la cohérence au disque. Et j'aimerais bien que toi, tu parles... parce que très clairement, on va le dire, pour nous, les deux meilleurs, c'est The Price et Manger. Ouais. Et moi, j'aimerais surtout que tu me parles en premier. On va commencer par Price. De The Price, ouais. Donc ouais, comme tu as dit, c'est le premier album qui a sorti, entièrement produit par Alchemist, qui donne des prods vraiment sombres et inquiétantes à Boldy, tu vois, avec aussi un aspect mélancolique qui est présent sur tout le disque. Ouais. Au niveau des textes de Boldy, tu vois, je trouve qu'il a ce truc de raconter la rue, tu vois, sur le disque, hein, dans toute sa violence, en fait, et son aspect hyper impitoyable, en fait. Ouais.
il y a un truc où il laisse pas d'espace, en fait, tu vois, même dans son flow, tu vois. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est un truc inarrêtable, en fait, ouais, tu c'est vois. ça. Et c'est presque fataliste dans son texture. Moi, quand j'écoute l'album, j'ai l'impression d'être dans une course-poursuite lors d'un deal de drogue à Détroit, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est ça, tu vois. Surtout dans certains morceaux comme Slow Roll, par exemple, qui est peut-être mon morceau préféré de l'album, tu vois. Moi aussi, franchement. Qui est absolument incroyable. Donc voilà, il a cette espèce de flow froid, impossible à perturber, tu vois. Il n'y a pas d'émotion dans sa voix. Ouais, c'est vraiment. Il va jamais hausser la voix, en fait, tu vois. Donc voilà, quoi. C'est le monde du crime à Détroit, tu vois, dans tout ce que ça a d'impitoyable, tu vois. C'est forcément, tu vois, il en rajoute, tu vois, mais c'est le concept du disque, tu vois. Et puis au niveau des prods d'Alchemist, franchement, c'est vraiment du très haut niveau. Parce que je trouve qu'il a donné ses meilleures prods de l'année sur ce disque. Je trouve qu'elles sont meilleures que celles qu'il donne sur le disque de Freddie Gibbs, par exemple. Et il rajoute ces espèces de sons aigus, tu vois, qui provoquent un effroi, tu vois. Il a des violons, des flûtes, des voix de femmes, tu vois. Franchement, même les feats qui performent. Freddie Gibbs, Benny the Butcher, tu vois, ils sont super chauds sur l'album. Ils sont bons. Voilà, et le disque il est excellent. Moi, c'est un de mes disques préférés de l'année. Et c'est le disque qui m'a fait rentrer dans la musique de Boldy James, tu vois. Parce que moi aussi, j'ai découvert cette année, je dois dire. Ouais, pareil, aussi grosse découverte de cette année. Et voilà, moi, j'ai adoré ce disque. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que vraiment Boldy, il est à un top niveau. Franchement, c'est assez ouf. C'est... Même au niveau de la production de Alchemist, je trouve, comme tu dis très bien, Alchemist, il donne vraiment des super prods à Boldy, mais je trouve que les prods fusionnent extrêmement bien en fait avec Boldy. Tu sens vraiment le travail qu'ils ont fait ensemble. Je pense que c'est un disque qui vraiment, c'est une fusion quoi, qui est vraiment excellent. Franchement, c'est un disque excellent et qui se réécoute de manière très bien, franchement inlassable. Tu peux l'écouter tout le temps. Boldy qui te sort que des histoires de gang, enfin des histoires de drogue, course-poursuite, c'est un no-skip. Ouais, c'est un no-skip, il n'y a pas de morceau, il n'y a pas un mauvais morceau. Et c'est assez ouf quand même de se dire, parce qu'on pourrait se dire qu'avec son flow un peu imperturbable... Ça pourrait être ennuyant, mais pas du tout, parce que les prods complimentent tellement bien ça, tu vois. Complètement. Et donc, album excellent. Et ce qui s'en est suivi après, c'est encore plus excellent, pour moi en tout cas. C'est l'album Manger on McNichols. Et avant même, je pense, de discuter de la qualité du disque, enfin de la qualité du disque et tout ce qui lui est inhérent, je pense que c'est intéressant aussi de parler de l'histoire du disque, parce que c'est un disque qui a été commencé il y a en 2007 à peu près, qui a été commencé il y a très 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 longtemps, parce que c'était au début, on va dire, du rap de Boldy James, où il allait finalement, où il se retrouvait chez Sterling Tolls, etc., où après toutes ces histoires à Détroit, il venait chez Sterling Tolls. Parce que, oui, je parle de Sterling Tolls comme si c'était logique, mais cet album, Manger on McNichols, il est entièrement produit par Sterling Tolls. Et c'est vraiment intéressant de voir ça, parce que c'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Et c'est vraiment chez Sterling Tolls que Boldy James a commencé à rapper presque en fait. Mais ce disque a pris énormément de temps à se faire. Il devait finalement sortir, même tu parles de Price, mais il devait sortir bien avant Price finalement. Mais c'est bien 13 ans après qu'il sort, ce qui est assez ouf. Sauf qu'en réalité, on comprend assez bien. C'est un projet de cœur aussi. Hein. Ouais. Mais ça devait être son premier album en fait, tu vois. Ouais. Et au final, je crois qu'il a sorti son mixtape. Hein. De quoi? Manger. Non, c'est un album. T'es sûr que c'est oui, c'est un album. Parce que tu m'as pas dit que c'était sorti uniquement sur en Bandcamp au début. Ouais, au début. Okay. Et pour le coup, je pense que quand on écoute l'album, je pense qu'on comprend très bien pourquoi ça a duré 13 ans. Ouais. Sincèrement, je pourrais parler, mais littéralement, vraiment des heures sur ce disque, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je pense que ça soit sur l'instrumentalisation, l'instrumentalisation. La partie instrumentale et aussi sur les lyrics de Boldy. Les lyrics de Boldy, sur sa manière de rapper, en fait tout. Mais parce que je pense que c'est un disque qui est tellement haut, riche. Il est tellement dense, c'est ça riche. Le bon mot, en fait. Ouais. Et parce que si on veut résumer les choses, forcément, on passe à côté de choses et on gâche peut-être certaines qualités du disque, mais on est obligé de le faire parce que c'est l'émission, elle est comme ça. Après, faut quand même un peu résumer l'essentiel. C'est ce qu'on va faire. Parce que tu veux que je le... Comme tu veux, vas-y, je sais que tu as beaucoup aimé ce disque. Donc vas-y.
Parce que la première chose qui saute à l'oreille quand on écoute le disque, hors même le rap de Boldy, c'est l'instrumentalisation. Parce que c'est une instrumentalisation qui a été faite au cours des années où Sterling Tolls faisait passer plusieurs instrumentalistes, compositeurs qui... Ouais, il y en a un qui faisait un coup de guitare, d'autres qui faisait un peu du saxophone, je sais quoi. Et ça crée quelque chose de presque free jazz sur le disque. Il y a l'instrumentalisation, presque free jazz. Et même au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dedans, parce que si on regarde les influences même du disque Sterling Tolls, il y a des albums de Radiohead, on peut dire, tu vois, c'est assez marrant de voir ça. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la production du disque même, mais le côté free jazz, je trouve, en fait, c'est la chose la plus importante, parce que ça rentre complètement dans le rap de Boldy James lui-même, qui rappe comme d'habitude, et en fait, c'est ça qui est drôle de se rendre compte, c'est que même il y a 13 ans ou 10 ans, il rappait pareil qu'aujourd'hui, et il rappe toujours de manière anecdotique, en tout cas de manière qui te met un flash dans la tête, et tu te dis, putain, c'est quoi cette image de fou furieux? Et moi, je pense le flash que tu peux te dire qui est anecdotique au départ, c'est le fait que ton premier morceau qui s'appelle Medusa, qui est incroyable, moi j'ai des frissons à chaque fois que je l'écoute, où il dit, ah bah j'ai un fils qui va naître, et quelques morceaux après, sur le morceau de Middle of Next Month, il dit, putain, mes 2 jumeaux, ils sont morts. Et t'as ce truc de l'image, de l'anecdote bizarre qu'au début tu dis c'est superficiel, il dit juste il attend un gosse, d'accord, tu vois, mais après il te le dit, bam, ça te ouais, c'est déchirant. Ouais, moi c'est un disque que je trouve déchirant, et parce que c'est Sterling Tolls aussi qui a poussé Boldy James à être mettre sa pudeur de côté aussi, à être beaucoup plus personnel, exactement. Et c'est un disque extrêmement personnel, et Sterling Tolls le raconte, il dit c'est un disque qui est extrêmement cathartique pour Boldy James, parce qu'il raconte que il faisait ses trucs dans la rue, et tellement il vivait des trucs traumatisants, horribles, il était obligé de venir en studio et les rapper, tu vois. Et Sterling Tolls, il raconte que genre parfois il avait fait un morceau que genre il durait 8 minutes, tu vois. Le dernier morceau dure 8 minutes. Il est très long, il est très long. Et il y a quelque chose qui, vraiment, dans son abstraction de son rap, il est très abstrait, il va partout. Et parce que, comme sur The Price, ça raconte des histoires de drogue, de violence, etc. Mais ça raconte la vie à Détroit, et ça raconte surtout la vie personnelle et les expériences de Boldy James, et la manière même dont il a vécu ces choses. Et ça rend un disque extrêmement dense, extrêmement riche. Et il y aurait énormément de choses à dire de plus, et je te laisse... Ouais, voilà, quoi. T'as déjà dit... l'essentiel, je pense, pour ce qui concerne la production, quoi. Moi, c'est je le trouve incroyable, franchement. Ouais. Je le trouve il y a des moments de grâce, en fait, dans la production de ce disque qui sont que j'ai rarement entendus, franchement. Après, voilà, très honnêtement, c'est un album que je trouve, à la première écoute, je le trouve difficile à digérer, parce que c'est vraiment un mec qui rappe sur du free jazz, tu vois. Ouais. Donc il n'y a pas de truc rap et tout, boom bap, je sais pas quoi, non, c'est du free jazz. Tu vois. Parce que Kendrick, il avait fait un album rap, un album avec des grosses influences jazz, mais il y avait toujours ce truc où le flow, il pouvait se placer quelque part, tu vois. Là, il n'y a pas d'endroit, tu vois. Donc c'est hyper déstabilisant d'écouter ça, et c'est ce qui fait que moi, j'ai peut-être été un peu plus en retenue, tu vois, à la première écoute. Ouais. Mais en me remettant le disque, tu vois, je me prends les morceaux de fou, tu vois. Par exemple, Medusa, tu vois, mon morceau préféré de l'album, Mommy's Dearest, tu vois. Ah ouais, ça c'est fou, ça. Où il parle de sa relation à sa mère, tu vois. Qui est déchirante. Franchement, si t'as pas d'émotion sur ça, frère, t'es pas normal. Ouais, voilà, où il voudrait qu'elle l'aime plus, ce truc de fou, tu vois. Où il se dit même, ça se trouve, elle a voulu, comment on dit, avorter de moi, tu vois. Ouais. Où il construit le morceau sur une phase de Biggie et tout. Enfin, bref, mais après, les instruments sont tellement forts, tu vois. Ouais. Ça peut paraître bizarre. Parfois, j'ai juste envie d'écouter les instrus. Tu vois, ok. Ouais, franchement. C'est intéressant, ça. Genre, les instrus, je les trouve tellement forts, tu vois, que parfois, je trouve le rap... je trouve que ça surpasse Boldy, presque. Je suis pas d'accord. En fait, c'est comme si je te donnais un mec rapper sur du Coltrane ou un truc comme ça, tu vois, où je suis en mode... Mais d'un côté, en même temps, ça crée un mélange intéressant de fou, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est vraiment un album ovni aussi, tu vois, je pense qu'on peut le dire. Moi, personnellement, j'avais jamais entendu ça, tu vois. Pareil. En rap, tu vois. Tu vois, tu parlais par exemple de 2Pimp, je trouve, ça ressemble pas du tout à tout ce que 2Pimp. Mais non, pas du tout. Mais justement, pas pour les raisons que je t'ai dit, parce qu'il y a quand même ce truc cadré malgré tout, tu vois, dans ce que fait. Toi, en fait, c'est un peu comme si tu prenais For Free de Kendrick, mais tu le fais sur tout un album, tu vois. C'est super bizarre, tu vois. Au bout d'un moment, ça s'était lessivé un peu à la fin, tu vois, parce que c'est hyper bizarre, tu vois. Si t'essayes de suivre vraiment le flow du gars, tu vois, c'est difficile à faire, tu vois. Après, voilà, Boldy.
comme dit, plus dans l'introspection, tu vois, que jamais, hyper fort dans le kickage et tout. Voilà, franchement, j'ai pas mille choses à dire, tu vois, je veux dire. Non, mais... Je pense qu'on a dit, c'est un des disques les plus innovants, je pense, de cette année, clairement. Avec Brass, peut-être, pour moi. Avec Brass, je pense que c'est peut-être le disque le plus innovant, voilà. Après, voilà, ça peut laisser de côté certaines personnes qui préfèrent peut-être The Price, qui était mon cas au départ, là, maintenant, je sais pas. Faut que je réécoute encore un petit peu, tu vois, mais c'est un disque vraiment à écouter, juste pour voir, tu vois, écouter ça. Et puis il y a des vrais moments de grâce et c'est ouf. C'est vraiment super. Et soyez pas déroutés au départ si vraiment au début vous comprenez pas, écoutez-le. Mais je pense que c'est plus sur la longueur que tu vas être dérouté en fait, parce que moi je sais qu'au début j'étais comme un ouf, tu vois, genre Medusa et tout, tu vois, mais après c'est au bout d'un, tu vois. À un moment tout un album tu peux être au bout d'un moment. Mais après ça va, il est pas très long, tu vois. Non. 35 minutes. Non. Et il y a beaucoup de choses à dire. Encore, on a. Puis il lui reste quand même. Il a encore fait 2 autres projets. Hein. On va passer un peu plus vite dessus. On va passer. Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc après, il a fait Versace Tape. Donc 3e projet de l'année, c'est une mixtape qu'il a fait chez Griselda en collab avec le producteur Jay Versace. Donc c'est que des couplets uniques. Ouais, c'est ça. C'est album, mixtape du coup plus pur rap, tu vois. Et là, tu sens vraiment qu'il rentre dans l'univers en fait de ce que fait Westside avec Griselda, donc qui est inspiré de Marciano, donc avec des instrus qui transpirent le luxe avec piano, trompette, sample de vieilles chansons, tu vois. D'ailleurs, Westside Gun a dit que Boldy James était le Slick Rick moderne. D'accord. C'est un beau compliment quand même. Ouais, bien sûr. Ok. Ça me paraît quand même bizarre parce que c'est pas le même style de rap. Après, il y a côté très descriptif, mais c'est pas du storytelling. C'est descriptif, mais c'est pas du storytelling vraiment, tu vois. Moi, je trouve la tape hyper solide. Du début à la fin, je trouve ça s'écoute sans problème. Après, voilà, c'est pas aussi flamboyant que les 2 autres projets. Moi, j'avoue que je suis un peu moins fan du projet. Je trouve ça intéressant, mais pas forcément. En fait, si vous devez écouter un projet de Boldy, je pense que c'est le dernier qu'il faudrait écouter, sincèrement. Dans cette année, c'est le moins bon. Mais ça reste tout de même intéressant parce qu'il rappe super bien quand même. Et j'avoue que c'est celui que j'ai le moins écouté. Donc j'ai pas grand chose à dire. Mais le dernier dont on va parler, par contre, il est très bien. Par contre, il est vraiment très 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 bon. C'est vraiment un de mes préférés. C'est un album collaboratif avec donc Real Bad Man, on a dit avant, qui s'appelle Real Bad Boldy. Moi, je trouve que c'est son projet le plus structuré en fait. Peut-être, tu vois, parce qu'il y a pas mal de morceaux avec des refrains et tout. Tu sens que c'est vraiment un album, tu vois. Et je trouve que c'est aussi peut-être le projet où il démontre le plus ses qualités techniques, tu vois. Après, voilà, les productions, elles sont peut-être plus classiques, plus boom bap modernisées, tu vois, avec les boucles de samples mélancoliques, tout ça. C'est aussi un peu un album de victoire aussi, comme on en a parlé avant pour Kono et Benny, tu vois. Par exemple, le dernier morceau, il s'appelle Champion, tu vois. C'est vrai. Donc, tu vois, et aussi un album personnel, tu vois, où il parle beaucoup de son expérience et tout, j'ai trouvé. Donc, personnellement, il n'y a quasiment aucun skip sur le disque, je trouve. Hyper bien produit, tu vois, peut-être plus classique que les 2 autres, mais vraiment aussi aller l'écouter, moi je trouve que c'est un excellent disque. Et il est très bien aussi. Je vous conseille vraiment de l'écouter, il est plus classique, et ça reste de très bonne qualité. Il y a des morceaux comme Held Me Down que moi je trouve incroyable ce morceau. Et non. En fait, il n'y a pas de mauvais couplet de Boldy James sur cette année, je crois. C'est fou. C'est vrai. Hein. Franchement, après, il est très stable, tu vois. C'est vrai, c'est pas un peu celui qui va prendre le plus de risques dans les flows, tu vois. C'est sûr. Mais il est trop chaud. Ouais, il est trop fort. Et vraiment, je vous conseille d'aller écouter tous ces projets qui sont. Je pense qu'il n'y a pas tellement de discussion. C'est lui le rappeur de l'année. Clairement. Et maintenant, le dernier disque dont on a envie de parler. Ça fait longtemps qu'on parle, on est désolé encore. Mais parce qu'on on va couper l'émission en 2, je pense. Oui, il y a moyen. De toute manière, ça se trouve, si vous l'avez écouté déjà, vous voyez que c'est... si vous êtes arrivé jusque-là, déjà bravo. Mais c'est l'album de K, Descendants of Cain, pardon. Rappeur de New York, K. Je commence ou pas? Oui, t'aimes beaucoup ce disque, vas-y. Moi, je vais le dire, je vais vous dire très clairement, c'est l'un de mes 10, si ce n'est mon préféré de l'année. Je spoil un peu mon top 3. Mais très clairement, moi, en fait, là, pour le coup, c'est purement subjectif. Parce que je pourrais très bien parler des trucs, les inhérents au disque, on pourrait dire entre guillemets objectifs, mais en gros, qui sont les trucs reliés au disque. Mais subjectivement, moi, c'est un disque qui m'a fait avoir des émotions que j'étais en mode putain, c'est ouf, ça faisait longtemps, j'avais pas
vraiment ressenti ça et de manière super forte, alors que pourtant le disque est lui, en fait, très... c'est le contraire de ce qui est abrasif, quoi. Ouais, tu vois. Tout à fait, ouais. Parce que K est très connu pour son flow très... en fait, très... pas presque parlé, mais très de pasteur, quoi. Tu vois, c'est très carrément. prêcheur, etc. Et les instrumentalisations... Enfin, les instruments... n'importe quoi, les productions, pardon. Je suis fatigué, pardonnez-moi. Suivent complètement ça, parce qu'il n'y a aucune boîte à rythme. Comme dans tous les... Presque dans tous les disques de K, c'est ça. Même chez Rock Marciano, hein, parfois il n'y a pas de boîte à rythme, etc. Il y a quelque chose de très... pas doux, mais très... on dirait c'est les morceaux, les productions, c'est des nappes d'instruments. Et c'est quelque chose qui a l'oreille qui est extrêmement fort. Et ce qui laisse finalement place à K de développer son écriture. Et l'écriture de K, c'est vraiment quelque chose, moi, ça m'a touché énormément. Je trouve que l'écriture... En fait, je trouve qu'on est dans un des disques les mieux écrits de l'année, pour moi, sincèrement. Du côté qui... Vraiment, moi, je trouve, il joue dans la catégorie des Rap Ferreira, des Boldy, vraiment, vraiment fort. Mais c'est une écriture totalement différente. Encore une fois, on est presque dans un rap un peu descriptif, hein, à la Boldy, comme on pouvait dire. Sauf que là, voilà... Il y a peut-être un côté plus storytelling, j'ai l'impression. Plus storytelling, mais parce que ça joue sur le concept de l'album, parce que K, tout le temps, tous ses albums, il a un concept un peu sur celui qui sort avant Descendants of Cain. Il s'intéresse un peu à l'histoire d'un gangster normal, mais sous le prisme d'un samouraï. Je crois que c'est Grief Pedigree. Non, c'est ce... Bref, je me rappelle plus du titre. Mais où il compare un peu la vie de ghetto, etc., un jeu d'échecs, etc. Ok. Et là, l'écriture, elle est basée sur les récits de la Bible, et notamment sur le récit de Abel et Cain. Voilà, descendant de Cain. C'est ce que montre un peu Cain dans tout l'album, c'est que... Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il le présente, c'est qu'on est... Dans sa ville, ce sont des descendants de Cain, de la violence, en tout cas, et c'est pour ça qu'il y a autant de violence dans sa vie, qu'il en a vécu autant. Et il y a quelque chose de vraiment très... qui se place dans la ville et qui... on dirait que c'est un peu un dieu, quoi, qui surplombe un peu la ville et qui explique toute sa vie, et toutes les phrases sont super, super bien choisies. Il y a des triples sens tout le temps, c'est assez fou. Et les instrumentalisations jouent vraiment complètement là-dessus. Un morceau comme Solitude of Enoch, je sais pas comment on dit, il joue vraiment sur ça, où c'est vraiment beau, c'est presque magistral, quoi. Mais c'est très simple, en fait, c'est sain comme musique, je sais pas comment le dire, tu vois. Alors pourtant, il raconte des choses extrêmement violentes, et il y a quelque chose de cas presque comme un prêtre, quoi, qui te raconte des trucs en faisant référence à la Bible, notamment à l'Ancien Testament, etc. Et c'est vraiment un disque extrêmement riche, je trouve, dans l'écriture, extrêmement beau. Et il y a le dernier morceau que moi je trouve c'est peut-être le plus intéressant, parce qu'il ressort carrément de tout son personnage. Et il s'intéresse complètement... Parce que c'est ça que je voulais en venir complètement, c'est que les récits qu'il utilise finalement, tous les récits qu'il utilisait, que ce soit les échecs, le samouraï, et ici l'histoire par exemple d'Abel et Cain, c'est pour parler de lui-même. Sauf que dans le dernier morceau du disque, il casse complètement tout ça, il sort du personnage en fait. Et il se concentre sur lui, sur K, sur Kassim Ryan, le vrai, l'homme qu'il est aujourd'hui, tu vois. Et il dédie un morceau en entier à sa femme, à sa mère, et à l'un de ses amis qui est décédé, avec qui il formait un groupe. Et il y a quelque chose où il est presque hors du temps, quoi. Il dit juste, je vous aime, en fait. Et en fait, c'est tellement touchant pour moi, je trouve, que je pourrais même pas mettre de mots là-dessus, et je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Et le couplet sur son ami qui est décédé, je le trouve vraiment super beau. En fait, tous les couplets sont super beaux. Et voilà, franchement, je sais pas quoi dire de plus, parce que c'est très subjectif comme disque, je le vis de manière très subjective. Mais voilà, franchement, j'ai écouté une fois l'album quand vous traversez, quand vous êtes en balade, alors qu'il pleut. Je vous jure que vous vivez pas le disque de la même manière.
Mais c'est un disque vraiment fantastique, je trouve. Voilà. Qu'est-ce que t'as à dire d'autre, toi? C'est quoi ce mépris là? Non, mais qu'est-ce que t'as pensé, toi, du disque? Je sais que t'es un peu plus mitigé que moi. Ouais, mais bon... je suis quand même assez d'accord avec toi dans la globalité. Après, t'as pas tellement présenté K. Non, c'est vrai. C'est quand même pas non plus le mec le plus connu du monde. C'est un vétéran du rap underground, quand même, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Clairement. Qui rappelle, enfin, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il y a Rock Marciano sur l'album. Ils ont beaucoup rappé ensemble. Après, voilà, franchement, je pense que t'as tout dit sur le rapport entre l'histoire d'Abel et Caïn et de la violence dans la rue, tout ça. Écriture de fou. Après, voilà, c'est interprétation très désabusée, très vidée d'espoir. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui produit tout aussi, il faut le dire. Oui, ça c'est fou, ça aussi. Ouais, donc il y a un aspect hyper sombre, hyper triste quand même dans cette musique, mais cependant il y a quelque chose d'assez fou, c'est que je trouve qu'il y a quand même une douceur au final. Ouais, complètement. Qui se dégage des instrus malgré les histoires terribles, tu vois, qu'il peut raconter, tu vois. Et ouais, comme tu as dit, le thème de la famille, très important, tu vois, des liens de sang, tu vois, donc toute l'histoire d'Abel et Caïn, tout ça. L'album est plutôt court, tu vois, donc ça fonctionne bien, donc c'est efficace. C'est sûr que j'ai pas été aussi touché que toi, mais là tu viens de me, tu viens de me convaincre, c'est bon. non, mais ouais, c'est. Je pense que c'est pas non plus un album c'est pas un album qui peut faire l'unanimité parce que il a un style hyper particulier, tu vois. C'est vrai. Mais après, personne peut dénier la qualité d'écriture du mec qui est juste folle, tu vois. Ouais, c'est juste fou. Et moi, il y a un morceau aussi que je voulais vite fait en parler, parce qu'on parlait de Rock Marciano, enfin du morceau avec Rock Marciano, que je trouve assez fou, parce qu'en fait, c'est là que tu sens que les deux, ils ont beaucoup rappé ensemble, mais tu sens les différences, tu vois, de personnalité carrément, parce que K, il est vraiment dans un, tu sais, de trucs très calmes, de très... on dirait que quand il rappe, tout le temps, il est assis, tu vois. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'il est tout le temps super droit, qu'il rappe comme ça, tu vois. Alors que Marciano, il est plus, tu sais, un peu plus dans l'arrogance. Et je trouve qu'il y a plus de caractère. Si je dois dire pourquoi, par exemple, je préfère Rock Marciano à K, tu vois, je trouve qu'il y a plus de vie qui se dégage de Rock Marciano. Ouais, peut-être. C'est un album morbide, je trouve, Descendants of Cain. Ok, je vois ce que tu veux dire. Dans l'atmosphère, c'est ça. Je vois complètement ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça que ça va aussi dépendre des caractères, tu vois, si on va préférer Marciano. Mais moi aussi, je pense que je préfère Marciano en rappeur. Après, Marciano, c'est peut-être aussi un meilleur rappeur. Oui, peut-être, tu vois, peut-être. Parce que quand ça n'empêche pas que. Je parle peut-être plus en termes de flow et à ce niveau-là, parce qu'après en écriture, ça se tape. Ça se tape complètement. Mais c'est juste que K, très souvent, c'est souvent le même flow qui est très. Pas monotone, mais tu sais, qui est souvent le ton, il est droit, quoi, tu vois. Marciano, c'est pas ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il va pas parler fort, tu vois, mais il va quand même faire des changements, tu vois, dans sa voix, tu vois. Je vous conseille, si vous voulez voir un peu l'arrogance de Marciano, vous écoutez Emeralds sur Reloaded. Et là, tu sens clairement la différence avec K ou même... Regardez le clip de Downton 80. Ouais. Quand il est en peignoir, là, devant le manoir, c'est incroyable. Mais voilà, pour moi, K, grand album. Et est-ce qu'on fait notre top 3 et on termine là-dessus? Je pense que c'est le moment. Hein. Ouais. Vas-y, je t'en prie, commence. Vas-y, je commence. Alors, mon top 3 disques de l'année 2020. Rap USFR confondu. Ouais. Alors, numéro 3, Burden of Proof de Benny the Butcher. Ouais. Je trouvais cet album magnifique. Ouais. Peut-être classique, mais tellement réussi, tellement efficace que moi ça a marché à 100%. Ça marche, ouais. Puis c'est un style de rap qui me parle énormément. Ouais. Enfin, surtout d'instru. Oui. Et deuxième place, LMF de Frisk Corleone. Ouais. Pour toutes les raisons qu'on a dit, côté punk, tu vois, hyper point dans ta gueule, tu vois. Je trouve que c'est un album... qui a renversé, tu vois, les choses, tu vois. Je sais pas comment le dire. Je vois complètement. C'est un album hyper puissant, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et numéro 1, le vainqueur. Non, je vais mettre Purple Moonlight Pages de Rap Tu fais plaisir, parce que c'est... Il est magnifique. Je pense que c'est le plus bel album que j'ai écouté cette année. C'est celui qui m'a le plus touché. Voilà, c'est... Et puis surtout, j'ai jamais entendu ça aussi. Ouais. C'est un beau top 3, hein. Très beau top 3. Merci. À toi? Moi, en 3... je vais mettre le Rap Ferreira. Par exemple, par rapport à toi, franchement, je suis complètement d'accord. Mais c'est juste que moi, les deux autres, en fait, les trois, ils m'ont touché pareil. De la même manière, ils m'ont touché énormément. Mais Rap Ferreira,
En fait, pourquoi je vais mettre les deux devant, c'est le deuxième, du coup, j'explique déjà. C'est que le deuxième, c'est Manger on McNichols de Boldy. Et le premier, c'est Descendants of Cain de K. Et en fait, je saurais... En fait, tu vois, quand on parlait hier, je te disais, j'arriverais même pas à les départager les trois. Mais je mets le rap Ferreira comme en 3 parce que, en fait, j'ai tellement écouté que aujourd'hui, tu vois, par exemple, le Boldy, je découvre encore tellement de choses ouais, mais quand je l'écoute. C'est un album hyper riche, quoi. Donc, voilà, je comprends, tu vois, pourquoi tu mets même si le rap Ferrara, il est extrêmement riche aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, et le cas, je le mets vraiment de manière subjective. Parce que c'est quand même un album qui est plus discret, entre guillemets. Clairement. C'est notre profil. Clairement. Et par ailleurs, on parle de rap Ferrara, mais écoutez aussi un album, il a sorti le 1er janvier, qui s'appelle Bobson, qui est aussi très cool et qui est la suite, je pense, d'une manière différente de Purple Moonlight Pages, mais qui est aussi très bien. Et je vous conseille vraiment de l'écouter. Je pense que on a fini. Je pense que c'était très long. Ça fait quasiment 3 heures. Ouais. J'espère qu'on n'a pas été saoulant ni rien. Non. J'espère que vous avez apprécié l'émission, que vous avez découvert des disques. Ouais. C'est le plus important. C'est le plus important. Et écoutez de la musique en 2021. Salut à tous. C'était Dirty Rap. C'était Dirty Rap. Ciao. Ciao.